bah, de retour, donc toujours en mode geste barrière, malheureusement, Georges. Avec grande dame. Ouais. Avec un deuxième épisode donc sur notre ami Nassim Taleb. On va faire son dernier livre, Skin in the Game, traduit par Jouer sa peau en français. Donc, je sais pas, j'étais parti pour insulter un peu la traduction, mais en fait, je me dis que c'est pas si mal traduit que ça, en fait. Ça va. Et précédemment, on avait fait un épisode sur son livre Black Swan, donc le signe noir. Et je sais pas si, Georges, tu peux nous redécrire le personnage. Pourquoi est-ce que comment tu le connais, tout ça? Ouais, alors je peux pas dire que je suis un expert du gars, mais en fait, c'est un mec qui à la base est un trader quanti, donc c'est un quant, donc il est assez chaud en maths, Ouais. et qui plus tard a un peu évolué en écrivant des bouquins qui mixent un peu mathématiques, statistiques, philosophie et économie. Ouais. Et donc il a sorti toute une série de bouquins, je crois une 7 ou 8. Et à chaque fois, ils ont pas mal de succès, donc c'est un auteur assez lu, et aujourd'hui, c'est un intellectuel assez connu dans le monde, on va dire. Et il a comme principale caractéristique d'être un énorme vénère. C'est un peu un troll, ouais. Ouais, genre, il a une présence assez forte, notamment sur Twitter, où là, on a un peu une fenêtre sur sa personnalité. Et le gars est assez tranché dans ses opinions, assez catégorique et assez véhément aussi dans ses réponses. Donc, il tranche un peu avec la figure classique de l'intellectuel qui est un peu nuancé, un peu à l'écoute. Lui, il est pas nuancé, il est pas à l'écoute. Ce qui peut parfois être insupportable, je dois avouer. Mais Donc, bon, ça n'enlève rien à l'intelligence potentielle de son propos. Mais... Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, tu disais, il a effectivement 5 livres, hein, et en fait, ce que je savais pas, c'est que ça fait partie d'une espèce de tout, en fait. Donc, c'est une série de livres qu'il appelle l'Incerto. Donc, je me dis, ça doit vouloir dire incertitude en latin, un truc du genre. Et en fait, ces 5 livres font partie d'un espèce de package de coffrets qui sont, bah, comme tu disais, toujours un peu le même thème. Et d'ailleurs, tu peux acheter des beaux coffrets Incerto, j'ai vu sur Amazon avec les 5 bouquins, qui sont Le hasard sauvage, Le signe noir, Le lit de Procuste, Antifragile et Skin in the Game, donc Jouer sa peau, le dernier. Donc effectivement, c'est un coffret qui dit, avec 5 bouquins qui disent tous un peu la même chose, qui disent il y a énormément de hasard dans le monde, il y a énormément de phénomènes aléatoires et incertains, donc plus qu'on ne le pense, mais globalement, il n'y a qu'une seule manière de se comporter, ou alors pas beaucoup, de se comporter vis-à-vis de ces hasards. Et donc pour illustrer, il dit si vous êtes incertain de la fiabilité d'un avion que vous êtes sur le point de prendre, donc plus vous êtes incertain de la fiabilité de l'avion, bah, plus vous allez converger vers une seule et unique décision qui est en fait de ne pas monter dans l'avion. Voilà. Donc ça c'est un peu la philosophie telle qu'il l'a décrit de son coffret de 5 bouquins Incerto. Et donc Skin in the Game, c'est un livre qui va traiter des asymétries de notre monde et de notre vie, et donc tenter de montrer que la loi de la nature, en fait il y a une loi de la nature qui fait que ces asymétries vont avoir tendance à s'autoréguler et à s'effondrer afin de revenir vers une forme plus symétrique. Et le thème du bouquin, il est, j'ai l'impression, comme toujours avec Nassim Taleb, assez difficile à résumer. Mais pour résumer le livre, je vais le citer. Nassim, il dit « Si un livre peut être résumé, c'est qu'il ne vaut pas la peine d'être lu. Sinon, tu lis le résumé. » Et il dit également sur Skin in the Game, je n'ai aucune idée de quoi parle mon livre, car à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, je finis par l'expliquer d'une façon différente. Donc voilà. Donc voilà, donc on voit déjà qu'il est un peu insupportable. Mais non, mais par contre, sur l'aspect de si un livre peut être résumé, il vaut pas la peine d'être lu, c'est vrai que c'est intéressant comme réflexion parce que aujourd'hui, on a quelques plateformes qui ont émergé, dont une qui s'appelle Blinkist, une qui s'appelle 12 minutes, et je crois que t'en as d'autres dans différentes langues, dont effectivement l'objectif est de résumer des bouquins en fiches de 2-3 pages. Ouais. Et ça te dit, genre la promesse, c'est genre chope 10 ans de savoir en 10 jours parce que tu peux lire les bouquins, etc. Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu constates, il y a des bouquins, moi que j'ai déjà lu, donc j'ai lu la version longue et après j'ai lu la version courte de ces trucs-là. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas tant de déperdition d'informations que ça quand tu lis la version courte.
Et donc tu te sens un peu floué, quoi. T'es là, bon bah, en fait, bon après c'est sûr que dans la lecture d'un bouquin, il y a pas uniquement l'aspect, enfin, il y a aussi la répétition, ça te permet aussi de mieux assimiler. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, il y a aussi le plaisir de lire le verbe et le phrasé de la personne, et c'est pas uniquement l'information que tu en retires. Mais effectivement, il y a certains bouquins, tu les lis et t'es pas transcendé. Tu te dis, j'aurais pu enlever En fait, tu te dis, j'aurais pu enlever 50% de gras de ce bouquin-là et ça aurait passé, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ouais, je trouve ça intéressant parce que quand tu lis son bouquin, la Skin in the Game, effectivement, à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de lire, en fait, de quoi ça parle? Et je trouve ça rassurant un peu que lui, derrière, il te confirme et qu'il te dise, ouais, moi non plus, en fait, je sais pas trop de quoi ça parle quand. Donc voilà. Donc, C'est ça, et puis autant sur les romans ou sur les fictions, genre tu te laisses un peu emporter par l'histoire, autant ouais. sur les essais, t'as pas besoin de te laisser emporter, donc tu peux dire, bah, Ouais. enlève-moi tout le gras et. Donc voilà, donc en gros, c'est vraiment dans la veine de ces autres bouquins. Donc on va parler de phénomènes extrêmes, de probabilités, on va insulter quelques personnalités connues, on va faire un peu de philosophie. Et voilà, moi globalement, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça se lit très bien. Voilà, même si c'est pas évident à résumer, en fait, c'est vrai que t'as passé un bon moment, t'as appris plein de trucs. Souvent, t'apprends des trucs contre-intuitifs avec lui, donc c'est quand même intéressant. Donc on est parti ? Allez. Donc, ouais, il commence en fait par un premier exemple d'asymétrie et il va parler en fait des mecs qu'il appelle les interventionnistes. Et en gros, les interventionnistes, c'est les mecs qui décident de destituer le dirigeant d'un pays, donc Irak, Libye, Syrie, et qui, selon lui, en fait, vont foutre une merde pas possible dans le pays et qui sont incapables, selon lui encore, de penser un problème en termes de système complexe. Donc, ils ne comprennent pas que les problèmes de certains pays ne sont pas issus d'une seule cause, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, le dictateur du pays, enfin le dirigeant, qui est le méchant, quoi. Et donc, pourquoi ils font ça? Pourquoi ce genre de personnes existent? Comment ce genre de situation est-il possible? Donc, d'après Nassim Taleb, il dit c'est parce que les interventionnistes n'ont pas skin in the game. Voilà. Car même si l'intervention militaire en question ne marche pas, même si en destituant celui qu'ils appellent le dictateur, ils foutent une merde pas possible dans le pays, eux, en attendant, ils sont pépouses dans leur maison de banlieue chic, avec leur garage, leurs 2 bagnoles, leurs 2,2 enfants, il dit, et un gazon sans pesticides. Voilà, ils n'ont pas skin in the game, les interventionnistes. Oui, alors c'est vrai, pour expliquer un peu, skin in the game, c'est une expression en anglais qui dit, genre, je sais pas s'il y a un équivalent français. Ils ont traduit par jouer sa peau. Ouais, mais en fait, c'est pas exactement ça, parce que, il y a un verbe dans jouer, dans la version française et dans la version anglaise. En fait, c'est le principe de dire, genre, quand do you have skin in the game, c'est genre, est-ce que tu es personnellement impliqué dans quelque chose? C'est ça. Et genre, si tu es personnellement impliqué, ça veut dire que tu vas en subir les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Ouais, tu fais bien de le définir. Ouais. C'est ça, et donc, typiquement, c'est à l'opposé d'être un peu martial ou jupitérien ou d'être au-dessus de quelque chose. C'est que là, pour le coup, quand t'as skin in the game, c'est t'es dedans et genre tu vas en subir les conséquences quelles qu'elles soient. Ouais. Et donc voilà, donc il dit ces interventionnistes, ils n'ont pas skin in the game, et en fait il les compare à la grande majorité des empereurs romains qui ont finalement, eux, ont été tués pendant leur règne, et donc en gros ils avaient skin in the game, et donc même il dit tout au long de l'histoire, on peut être témoin de dirigeants de tout niveau qui en fait échangeaient statut social contre risque. Voilà. Et donc le peuple avait tendance à ne pas laisser les gens haut placés prendre des décisions sans être eux-mêmes exposés aux risques qui allaient de pair avec ces décisions. Donc voilà, donc il dit les interventionnistes pas skin in the game, les empereurs romains skin in the game. Ouais, voilà, après bon, c'est une notion un peu floue, tu vois, c'est difficile à quantifier de combien t'es impliqué dans quelque chose, ou combien tu vas subir les conséquences, combien t'es à risque dans un truc. Mais voilà, globalement, si on prend des images extrêmes, les hommes politiques, ils sont rarement à risque. Ils sont rarement exposés aux conséquences de leur prise de décision. Aujourd'hui, en tout cas, dans la plupart des démocraties occidentales. Ouais. C'est intéressant aussi ce qu'il a dit sur les interventionnistes, parce que après, je sais pas si l'aspect skin in the game est déterminant. Enfin, je suis pas capable de le démontrer. Mais par contre, c'est vrai que la plupart des cas, la plupart des fois où, j'ai l'impression, après peut-être qu'on peut faire une liste, mais si on regarde dans les 50 dernières années, les fois où t'as une puissance étrangère qui est intervenue pour régler un conflit ou pour changer un ordre politique d'un pays, globalement, ça a foutu le bordel durablement pour au moins 10, 20, 30 ans.
Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Donc, il a pas l'air d'avoir tort, tu vois. Mais tu vois, lui, il dit que si tu réinstaurais la conscription à l'armée, et donc potentiellement que les enfants des interventionnistes pouvaient être appelés à combattre, ben, là, potentiellement, tu réintroduirais skin in the game pour les interventionnistes, et donc potentiellement, le monde serait bien plus pacifique. Donc voilà, tu vois, il essaie d'imaginer comment eux, ils pourraient finalement être impliqués par les décisions qu'ils prennent. Yes. Donc ouais, autre illustration, il dit qu'en Suisse, ils ont essayé de faire passer une loi pour limiter le salaire des PDG. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec le salaire des entrepreneurs? Donc, car selon Nassim, en fait, les entrepreneurs prennent des risques et donc tout le monde trouve ça normal en fait qu'ils aient un salaire élevé. Bon, alors la loi pour limiter le salaire des PDG n'est pas passée, mais en tout cas l'idée était là, quoi, selon lui. Et il l'illustre aussi d'une autre façon en disant, dans le christianisme, on insiste beaucoup sur le côté humain de Jésus avec le concept de la Trinité. Et en fait, c'était important pour l'Église car on voulait insister sur le fait que Jésus était également humain et qu'il avait pris des vrais risques, qu'il avait vraiment souffert. Et en gros, on veut dire, je suis vertueux car je m'expose aux risques engendrés par mes actions. Voilà. Si ça avait été juste un dieu, en fait, de faire le marlot avec les Romains, en gros, ça lui aurait pas rapporté beaucoup de points, quoi, Jésus. En gros, c'est ça qu'il explique. Et après, c'est intéressant aussi comme point de vue parce que ça va à l'encontre de la doxa commune qui est de dire que pour prendre une décision éclairée sur un sujet, tu dois au maximum ne pas être impliqué. C'est vrai, et t'éloigner un peu. Enfin, justement, ne pas avoir d'implication émotionnelle ou affective dans quelque chose, parce que ça floute ton jugement et ça t'empêche d'être objectif et clairvoyant. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Tu vois. Après, on va voir s'il va nous démontrer autrement. Tu vois. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que typiquement, si t'es très riche, tu vas rarement voter une loi pour réduire, pour accroître tes impôts, tu vois. Ouais. Ou machin. Et du coup, j'ai tendance à dire que moins t'es impliqué émotionnellement et affectivement, plus t'as tendance à être clairvoyant, ou ta probabilité d'être clairvoyant est élevée. Et lui, il dit c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que le livre est intéressant, c'est ce qu'on va voir en fait, c'est qu'il a pas mal de notions qui sont un peu contre-intuitives. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis, ça me fait penser à Pinker. Là, on avait fait un épisode sur le triomphe des Lumières. Où en fait, c'était une analyse très froide avec juste des graphes, des datas. Et en fait, d'ailleurs, dans le bouquin, Nassim Taleb, il met cher plusieurs fois à Pinker. Donc voilà, je crois que il est dans la liste des gens qu'il aime pas trop. Ouais. Et donc, on voit effectivement qu'il y a potentiellement une divergence d'opinion à ce niveau-là. Et donc, il va y en avoir plein des trucs un peu contre-intuitifs comme ça. Et donc, juste pour conclure, il dit, pour les interventionnistes, qui était le premier exemple, donc ils n'ont pas skin in the game, ils font subir les risques de leurs actions à d'autres, donc pas à eux, ce qui est, 1, immoral, et 2, conduit à des catastrophes. Et le deuxième exemple, c'est qu'on va parler du premier mec, mais donc évidemment pas le dernier qui va s'en prendre un peu dans la gueule dans le bouquin. Et d'ailleurs, lui, il sert de fil conducteur pendant tout le bouquin. C'est un gars qui s'appelle Bob Rubin. Donc, en gros, lui, il se prend un petit bout de caca à chaque chapitre, en gros, tu vois. Voilà. Okay. Donc, c'est Bob Rubin qui est la personne qui, en 2008, renfloie les banques. Et donc, selon Nassim, c'est le gars qui fait de l'argent tranquillement, sans aucun risque, pendant des années. Donc, apparemment, c'est 120 millions en 10 ans, son salaire. Et le jour où tout s'effondre, en 2008, il pleure et il demande à ce qu'on vienne le sauver en expliquant que personne ne pouvait prévoir l'effondrement. Donc, je sais pas si toi, tu peux résumer... Enfin, tu avais en tête un peu en 2008 pourquoi ça s'est effondré. Je sais pas si tu peux résumer. Si je me rappelle bien, donc c'est crise des subprimes. Donc, en fait, c'est que notamment le marché américain en particulier, les banques a commencé à accorder de plus en plus de prêts, notamment immobiliers, à de plus en plus de gens, et ils ont commencé à réduire de plus en plus leurs exigences de solvabilité. Ouais. Donc en fait, n'importe qui pouvait aller prendre un prêt. Genre il y a la caricature de la stripteaseuse qui avait 5 prêts pour 5 logements, mais ça existe, je crois. Ouais, ça existait. Et donc en gros, les établissements bancaires américains ont réduit de plus en plus leurs critères de solvabilité pour accorder des prêts. Donc ils ont accordé de plus en plus de prêts, et ça marchait en l'occurrence parce que les gens ne faisaient pas défaut. Pourquoi les gens ne faisaient pas défaut? Parce que justement il y avait une pression acheteuse sur le marché et du coup les prix immobiliers augmentaient. Donc en fait, tant que les prix immobiliers augmentent, t'as un taux de défaut bas, même si tu accordes des prêts à des gens pas solvables. Mais le problème, c'est que c'est un édifice très précaire. Du coup, un jour, il y a un moment où la confiance en cet édifice s'est réduite. Et donc le marché immobilier a commencé à ne plus augmenter, à stagner, voire à se réduire. Et là, tout le château de cartes s'est effondré. Et vu qu'il y avait ce qu'on appelle de la titrisation bancaire, donc c'est-à-dire que genre les
les prêts accordés, ils étaient dilués après dans des instruments financiers plus gros qui étaient composés de plusieurs tranches, etc. Ouais, etc. ça c'est important si je peux t'arrêter là en fait, parce que ça c'est vraiment le cœur du truc de Nassim Taleb où en gros, en gros ça c'est ce que tu dis, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'en fait quand tu prêtais à quelqu'un, à une stripteaseuse, en fait, t'avais pas, ton risque était dilué dans le sens où, en gros, comment dire, quand tu prêtais à quelqu'un, tu prêtais pas à une personne, c'était 1000 personnes qui prêtaient à 1000 personnes. Et donc, en fait, ça diluait ton risque. C'est-à-dire, s'il y avait une personne qui était pas solvable, en gros, la non-solvabilité était répartie. Et donc, quelque part, en fait, ce que Nassim, il veut dire, c'est que dans ce système, en fait, les gens, ils prêtaient de l'argent sans vraiment avoir de risque, en fait, à prêter de l'argent. Et jusqu'à ce que tout s'effondre, en fait, justement. Parce que il dit que ce genre d'asymétrie ne peut exister, en fait, puisque tu peux pas juste ne pas avoir de risque, en fait, ça n'existe pas. Voilà. Ça, en fait, il y a eu une forme de complexification financière, c'est-à-dire qu'à la base, juste, tu avais une institution financière qui prêtait à un individu ou un ménage, et après, le ménage, il arrivait à rembourser ou pas. Donc, si tu veux, c'était simple. Et après, si le ménage n'arrive pas à rembourser, l'institution financière prend ses pertes et elle est sanctionnée. Enfin, elle prend sa sanction, quoi. C'est ça. Voilà. Et là, ce que t'avais, c'est qu'en fait, une institution financière prêtait à un ménage, puis après, ce prêt, elle le revendait à une autre institution financière, qui la revendait à une autre et qui la plaçait dans un instrument qui contenait genre 500 prêts et des assurances et des machins. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Et du coup, en fait, ça créait des sortes de monstres financiers qui contiennent des prêts à des ménages, des assurances, des machins. Et ce qui fait qu'en fait, le risque est dilué, en fait. Le risque est dilué, et même après, la solvabilité de l'instrument global, elle est très difficile à quantifier. Et c'est précisément pour ça, en fait, qu'ils ont créé ces trucs-là, c'est pour diluer le risque. Mais en fait, c'était un peu du bullshit. Voilà. Et donc, Nassim, il dit, jusque-là, tout est normal. Donc, en gros, tu fais n'importe quoi, tu en payes les conséquences. Donc, quand ça s'effondre. Mais justement, il rappelle qu'en 2008, Bob Rubin, son pote, là, il a renfloué les banques. Et donc, Nassim, il dit qu'en renflouant les banques, les gouvernements ont interféré avec cette loi naturelle qui régule les asymétries. Et donc, ils ont enlevé skin in the game. Et donc, Nassim, il est pas d'accord, en fait. Il dit que Bob Rubin, il dit pile je gagne, face je crie au Black Swan et remboursez-moi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même un bon exemple. Et en fait, vas-y. Moi, je suis d'accord, c'est un bon exemple. Et en tout cas, moralement, je pense que je suis d'accord. Genre, on est tous un peu scandalisés par le fait que les banques ou même les acteurs du monde financier qui étaient les principaux responsables de la crise n'ont eu à subir que très peu de conséquences, voire zéro conséquence. Et c'est scandaleux, et ça a été financé sur les deniers du contribuable. Donc, moralement, je suis d'accord que c'est un scandale. Après, pragmatiquement, je sais pas si le fait de laisser le système financier s'effondrer, ça aurait été mieux. Enfin, en gros, peut-être qu'il évoque une alternative, tu vois. Mais non, il évoque pas d'alternative, mais en gros, je pense qu'il aurait fallu avoir une sorte de symétrie. Je pense que Bob Rubin, par exemple, il a dû en sortir relativement épargné de toute cette histoire. Si c'est vraiment de sa faute, tu vois, ou en grosse partie de sa faute, peut-être qu'il aurait dû subir quand même un certain nombre de conséquences, ne serait-ce que pour que la prochaine fois ça n'arrive pas. Voilà. Donc voilà. Enfin là, en gros, voilà, il dit asymétrie, régulation de l'asymétrie, et le gouvernement qui interfère là-dedans. Et donc potentiellement, c'est pas tip top. Et donc voilà, enfin, là, je sais pas, j'avais pensé à une analogie, genre pour que tout le monde comprenne bien. Je sais pas si t'as déjà pensé, mais en gros, tu sais, quand tu vas au casino et que tu joues à la roulette, tu sais, si tu mises sur le noir 10 €, et genre si tu perds tes 10 €, après tu peux miser encore 20 € sur le noir. Si tu perds, tu mises 40 €. Si tu perds, tu mises 80 €, tu vois, et en gros, jusqu'à ce que tu gagnes, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, tu peux pas perdre en fait avec cette stratégie. Tu vois? Oui, c'est la martingale. Voilà. Sauf que, tu vois, si tu fais ça genre pendant, je sais pas, 50 jours, donc tu te fais de l'argent facile pendant 50 jours, 100 jours, 200 jours, et au bout d'un moment, ça va tomber 20 fois sur le noir d'affilée, forcément, tu vois. Les probabilités font que ça va arriver. Et tu vas tout perdre. Tu vois? Enfin, quand tu regardes un peu les probabilités, tu te rends compte que de faire cette stratégie, quand le temps tend vers l'infini, au bout d'un moment, tu perds tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça me fait penser un peu au truc de Bob Rubin, où en fait, tu gagnes de l'argent, jusqu'au moment où tout se casse la gueule. Et d'ailleurs, il fait une analogie dans le livre. Il dit, si tu es un trader et que tu gagnes de l'argent pendant 364 jours et que tu perds de l'argent pendant un jour, en gros, ça veut rien dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que si t'as gagné un tout petit peu pendant 364 jours, mais que t'as perdu 3 fois le truc en un jour, en fait, t'as rien fait, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, même en y repensant, je le rejoins dans le sens où, enfin, le secteur financier, globalement, a été très peu sanctionné ou est sorti très, très peu affaibli de la crise de 2008, tu vois. Ouais. Ce qui est quand même scandaleux, quand je pense que on aurait pu à la fois sauver le système économique, C'est ça, ouais. ce qu'on a fait, mais aussi réduire l'importance du secteur financier dans l'économie, rationaliser un certain nombre de pratiques scandaleuses, etc., etc. Et en fait, on a fait la partie sauver l'économie, mais on n'a pas du tout fait la partie C'est ça. bifler C'est un ça. peu le secteur financier. Quoi. C'est ça. Et je voulais faire une petite analogie aussi avec le Covid et les virus en général. Bon, ça, c'est moi qui parle, hein. Mais tu vois, par exemple, on sait que c'est des choses qui sont très dangereuses. Et malgré le fait qu'on sache que c'est très dangereux, en fait, on trouve qu'on est très malin, en fait, à rien dépenser comme argent dans la prévention de ce genre d'épidémie, tu vois. On est super content, on économise plein d'argent, on fait rien pour la prévention, et on est méga heureux. Et un jour, paf, il y a le Covid, et tu perds 420 milliards d'euros. Donc ça, c'est le coût estimé en France. Ouais. Et donc, toutes les économies faites en s'occupant pas de la prévention, tu vois, juste parce Ouais. que tu te crois intelligent, partent en fumée avec un facteur x 10 000, tu vois. Et donc, je trouvais que l'analogie était intéressante aussi. C'est un trader qui gagne de l'argent pendant 364 jours et perd de l'argent pendant un jour. En général, c'est un signe d'alerte pour Nassim Taleb. Autre petite histoire, bien sympathique. On raconte qu'un groupe de pêcheurs avait un jour pêché plein de tortues. Et ce jour-là, ils apprirent que c'était un peu dégueulasse, en fait, les tortues. Et donc, fatalement, ils laissèrent beaucoup de restes immangés. Mercure, le dieu romain, passa par là, et le groupe l'invita à manger un peu de tortue. Et donc Mercure, vexé, vu que c'est dégueulasse les tortues, les force à tous à manger leurs tortues, établissant le principe que tu dois manger ce que tu donnes à manger aux autres. Voilà. Une anecdote qui introduit la notion de partage de risque, qui en gros veut dire je ne mange pas de ta tortue si toi tu n'en veux pas, ou encore ce qui est bon pour toi est nécessairement bon pour moi, ou encore le cuisinier devrait manger ce qu'il cuisine. Il va l'illustrer aussi autrement par un mot grec, synkindeo, qui est un mot grec qui veut dire on prend des risques ensemble. Voilà. On établit une symétrie afin de construire des systèmes durables. Et donc il dit que en 800 avant Jésus-Christ, il existait une loi sur le transport des marchandises qui disait que le risque devait être partagé. Donc par exemple, si tu jettes par-dessus bord des marchandises pour alléger le navire en cas de tempête, le coût de la perte doit être partagé par tout le monde. Et donc c'est pas seulement celui dont la marchandise a été jetée par-dessus bord qui se fait avoir. Voilà. Donc il dit on est à égalité tous dans l'incertitude. Voilà, tout le monde mange des tortues. C'est synkindeo, Georges. Non, mais oui, c'est intéressant. Même, enfin, c'est un truc de collaboration intéressant, quoi, de dire. Tout le monde a. Tout le monde partage des risques. Tout le monde a skin in the game. Ouais. Et donc, juste, il rajoute une couche par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est qu'il faut avoir en tête que, en fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, il y a aussi une variabilité avec la taille du groupe. Donc, c'est en fait, plus le groupe est grand, plus ce genre de pratique va évoluer, en fait. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, je suis socialiste au niveau de ma famille et de mes amis, je suis démocrate au niveau local, je suis républicain au niveau étatique, je suis libertaire au niveau fédéral. Et donc, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que tu feras probablement pas manger des tortues à ta famille et à tes amis. Mais en fait, plus le groupe est grand, moins ça va te déranger de faire manger des tortues aux autres. Et donc, en conclusion, il dit ce qui est bon pour toi est nécessairement bon pour moi. Et attention à la taille du groupe, car plus le groupe est grand, plus ce principe aura tendance à s'estomper ou à être oublié. Ouais, non, mais c'est vrai, ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant comme réflexion. Enfin, déjà, ça te fait prendre conscience qu'effectivement, en fonction de l'échelle à laquelle on se place, on peut ne pas du tout avoir les mêmes attitudes et ou les mêmes convictions, en fait. Ouais. Et j'avoue que moi, je m'étais jamais réellement fait cette réflexion. En fait, c'est vrai, on peut chacun se dire, voilà, genre, tu vois, même sur l'échiquier politique ou sur l'échiquier des valeurs morales, tu vois, de se dire, genre, dans ma famille, je pense que au niveau de la famille proche, on est tous plutôt de gauche, tu vois, plutôt, enfin, en règle générale, si on s'entend bien avec notre famille, tu vois. Et après, on peut plus ou moins s'éloigner, avoir différentes opinions politiques. Mais c'est vrai que le fait de dire que
tu peux avoir un schéma mental ou un schéma idéologique différent en fonction de l'échelle à laquelle tu te places. C'est hyper intéressant comme réflexion. Et c'est quand même, je trouve que c'est assez absent des débats publics, quoi. De se dire, enfin, tu vois, il y a des gens qui appellent au fédéralisme ou à la décentralisation ou machin. C'est vrai que peut-être que ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est qu'on peut, du coup, découpler, en fait. On peut dire, à l'échelon local, on fait plutôt comme ça, on est plutôt solidaire, ou je sais pas quoi, et à l'échelon national, on l'est moins, etc., etc. Et peut-être qu'il y a, en fonction de l'échelle à laquelle tu te places, des politiques radicalement opposées peuvent être pertinentes, en fait. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'altruisme efficace. Je crois que c'était Peter Singer qui a écrit un livre qui s'appelle L'altruisme efficace, d'ailleurs, je crois, qui expliquait genre son analogie. En gros, il dit, ouais, tu t'es acheté un costard à 1000 euros et tu croises un enfant qui est en train de se noyer dans une mare dégueulasse, bah, tu vas te jeter dans la mare et tu vas le sauver, tu vois. Alors que si jamais t'es avec ton costume et qu'on te dit bah il y a un petit enfant en Afrique, bah si tu donnes 1000 euros en gros pour qu'il s'achète des moustiquaires contre la malaria, tu vas le sauver. Bah là en gros tu vas pas donner les 1000 euros quoi. Donc effectivement j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai truc quoi, cette espèce de notion de plus le mal est loin. C'est ça. Bah plus ça nous va quoi. C'est ça, et genre plus exactement, et genre la solidarité est proportionnelle au niveau de proximité, quoi. C'est ça. Bon, je pense qu'on mélange là différents concepts, etc. Mais juste à partir du moment où tu te dis ça, où tu te dis le sentiment d'appartenance et la solidarité est directement proportionnel au niveau de proximité avec un lieu ou avec des individus, bah à partir de ce postulat, la conclusion logique pour moi, c'est de dire bah du coup nécessairement en fonction du niveau de proximité, il y a des politiques différentes. Ouais. Et c'est le principe même c'est pour ça qu'il y a des États, il y a des régions, il y a des villes, etc. Il y a des différents échelons comme ça qui se télescopent. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas un pays mondial, tu vois. J'ai jamais vu le truc comme ça, ouais. Et tu vois, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis c'est peut-être pour ça qu'il y a des formes de patriotisme, de nationalisme, de machin. C'est parce qu'en fait tu te sens tout simplement plus, voilà. Et du coup t'as pas les mêmes façons d'agir et les mêmes convictions intellectuelles avec ton voisin qu'avec l'Africain dont tu t'en fous parce que voilà. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais vu ça. Et ok. Et après, enfin tu vois, moi par exemple, je trouve ça un peu con, tu vois. Mais juste, je pense que c'est juste une donnée entrante et qu'on n'a pas le choix là-dessus, quoi. Oui, d'accord, parce qu'effectivement, ce que dit Peter Singer, là, le gars, c'est que c'est un bug du cerveau, en fait. C'est que c'est pas censé être logique que tu sauves l'enfant quand il est à côté de toi et pas quand il est loin de toi. Exactement. Moi, je suis plutôt d'accord avec Peter Singer, mais je pense que c'est un bug qui est consubstantiel. Enfin, tu vois. C'est une donnée d'entrée, quoi. Ouais. Ouais. Si on s'intéresse maintenant à la symétrie de type, c'est le plus intolérant qui gagne. Donc ça, c'est intéressant, je trouvais. En fait, il parle du règne de la minorité, et donc de la minorité qui impose son point de vue au reste de la population. Et en fait, l'exemple le plus parlant du chapitre, et qui parlera à beaucoup de gens en ces temps de confinement, c'est qu'il dit, typiquement dans un meeting en français, là, sur Skype, si une seule personne ne parle pas français, en fait, tout le meeting va se dérouler en anglais. Tu vois, c'est rigolo. On le sait tous, mais je sais pas si on y a déjà pensé. Et donc, il l'illustre également avec les boissons cachères aux US. Donc, il dit apparemment 0,3% de la population boit ça, donc c'est pas beaucoup. Et pourtant, quasi toutes les boissons sont cachères. Pourquoi ? Et bien, il explique que en fait, c'est pas si relou que ça de rendre certains aliments cachères. Voilà. T'économises en logistique, donc t'as pas besoin de rayons spécifiques dans les supermarchés. C'est pratique quand tu organises un dîner ou une soirée ou une fête, tu te poses pas la question d'acheter cachère ou pas. Et donc, c'est le règne de la minorité. Et donc, voilà, ça existe aussi. On va partir sur le débat halal dans les cantines, là. On n'est pas bien. Non, pas forcément. Voilà, il parle aussi des allergies aux cacahuètes, tu vois. Il dit, personne n'en sert dans les avions, c'est plus simple. Ah oui, il parle aussi du halal, t'as raison. Il dit, 3% de la population en Grande-Bretagne sont musulmans pratiquement, et pourtant, toute la viande est halal, voilà. Boîte à vitesse automatique qui se généralise, car certains ne savent conduire que ça. Et voilà, il dit juste, voilà, c'est une loi naturelle de quand il y a un petit groupe intransigeant et une majorité flexible, en fait, c'est le petit groupe qui fait la loi. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça aussi, c'est un truc contre-intuitif, tu vois. Genre, moi, je suis souvent pas d'accord avec Nassim Taleb. Et genre là, à la base, j'étais pas d'accord, tu vois.
À la base, je trouvais que, en fait, on s'en fout si une minorité a des exigences, c'est pas très grave, tant que ça nous gêne pas tant que ça, etc., etc. Ouais. Et en fait, en le lisant, ça m'a fait prendre conscience que, effectivement, c'est plus grave que ce qu'on pense, parce qu'en fait, si t'as une forme de dictature de la minorité, que genre, ce que tu disais, genre, si t'as une minorité intransigeante et une majorité relativement flexible, ben en fait, la minorité intransigeante va imposer sa manière d'être et ses façons d'être et sa volonté sur la majorité flexible du fait de son intransigeance. Et ce qui est trop bien en fait, c'est que il arrive à illustrer ça de manière mathématique. Donc, enfin, ça s'appelle la manière dont il illustre, ça s'appelle les fractales. Pour info, vous chercherez si vous voulez savoir un peu plus. Mais tu vois, il raconte une petite histoire et dit dans une famille, la fille, donc je sais pas, Jeanne Michu, tu vois, elle veut manger bio. Alors fatalement, toute la famille, Michu, va manger bio. Donc c'est plus simple, tu vois, parce qu'ils vont pas cuisiner spécialement pour la fille. Voilà. Mais du coup, les voisins, ils font du bio. Parce que quand ils invitent la famille Michu, bah, c'est bien connu que les Michu mangent bio. Et du coup, au carrefour du coin, ils commencent à vendre bio, tu vois. Et donc, par les fractales, en fait, il explique la propagation des idées de la minorité intransigeante. Et je trouvais ça génial, quoi. Ouais, en fait, c'est génial. Enfin, c'est à la fois cool et ça fait peur. Enfin, je trouve que ça fait peur parce que tu peux te dire, oui, il y a une minorité de gens qui peuvent l'imposer, les musulmans, le grand remplacement, scandale. Ou tu peux dire, c'est aussi cool parce que ça permet à une minorité de gens déterminés de, en fait, changer toute la société, s'ils sont suffisamment, motivés, tu vois. Ouais, il appelle ça avoir soul in the game. Donc, âme dans le jeu. Ah oui, c'est vrai que c'est cool. Et en vrai, du coup, ça donne de l'espoir aux végétariens, ça donne de l'espoir aux genre partisans de la cause animale, où aujourd'hui, genre juste on s'en bat les steaks, on les ponce dans tous les sens sur les animaux. Et en fait, s'il y a 1%, 2% de mecs qui commencent à devenir radicaux là-dessus et qui sont là, non, moi les animaux je les kiffe et tout ça. Et en fait, ça peut se propager plus rapidement et facilement que ce qu'on pense. Oui, c'est vrai que c'est pas que un mal, hein. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un lâche pas le steak, en gros, il suffit d'une ou deux personnes et en gros, ça peut faire basculer le truc. Enfin, je sais pas pourquoi ça me faisait penser. Hier, je lisais, t'avais, je crois, c'était l'histoire d'un SDF qui en avait marre que ses potes meurent d'overdose, tu vois, et donc il voulait changer la loi. Et donc, pour genre avoir des centres de shoot et tout. Et donc, le gars, ce qu'il faisait, c'est, je crois qu'il se baladait avec un poteau et un cercueil, tu vois. Et à tous les meetings, genre, d'un gouverneur, il était là, tu vois, avec son cercueil. Et genre, il posait la même question. Il faisait, gouverneur, quand est-ce que vous arrêterez de tuer mes copains, tu vois. Et genre, à tous les meetings, tu vois. Il lâche pas le steak. Il avait soul in the game. Et genre, à la fin, le gouverneur, il a craqué. Il a fait, non, mais c'est qui ce mec? Il est allé discuter avec les crackheads et genre, il a compris qu'il fallait, genre, faire des trucs, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne de l'espoir, quoi. En fait, tu peux être une personne et faire basculer les trucs, quoi. Bah, en fait, ça donne de l'espoir quand t'as l'importance de la contribution individuelle dans les changements sociétaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours tendance à me dédouaner, à dire, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est vrai qu'on se dit tu ça. vois, moi, je me dis souvent ça, en vrai. Bah, moi aussi, c'est une impression réelle que j'ai. De genre, j'ai aucune importance, je suis une goutte, on s'en fout. Et en fait, cette théorie, à la fois mathématique et empiriquement observée, te montre qu'en fait, non, t'es assez important, et que, mais bon, ça implique d'être un peu vénère, tu vois. Ouais, ça implique d'avoir soul in the game. Voilà, d'avoir soul in the game, et du coup, t'as des risques de t'aliéner un certain nombre de gens, enfin, faut être solide, quoi. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça, c'est hyper cool, ouais. Et un autre truc marrant, c'est toujours dans la même veine, il explique le succès de certains restaurants comme McDo ou alors même les pizzerias en général, où en fait, c'est pas tant que les gens veulent manger que ça, mais en fait, c'est surtout que c'est le restaurant qui fait consensus en général, tu vois. Parce que si tu proposes japonais, tu vas toujours avoir un gars qui aime pas, tu vois. Donc c'est marrant, en fait. C'est aussi une des raisons pourquoi les gens mangent tant de pizza, c'est que quand t'es à 8 en soirée, bah, y a personne qui fait oui, non, tu vois. C'est rigolo, quoi. Non, c'est vrai. Mais du coup, en fait, il y a deux concepts. T'as genre l'importance de la minorité intransigeante, qui du coup s'impose à la majorité, et t'as aussi l'importance du consensuel, quoi. De se dire, genre, en l'absence de minorité intransigeante, en fait, c'est un peu souvent le truc consensuel un peu mou qui va l'emporter. C'est ça. Et pour moi, limite, c'est un concept distinct qui est tout aussi intéressant, qui est de dire que si t'as pas de gros vénères dans ton groupe, en fait, il est souvent plus facile de consommer mou, d'avoir des idées molles, de se rendre dans des endroits mous,
Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'opposé, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu peux le voir comme ça. Ouais. En gros, tu peux te dire que genre en l'absence de gros vénères dans ton groupe, dans ton groupe social ou dans ton entreprise ou dans ta famille ou dans machin, en fait, très souvent, tu vas plutôt avoir tendance à te rassembler autour d'idées molles ou d'expériences molles, parce que en fait, elles vont aliéner ou personne, quoi. C'est pas mal, ouais. Tu vois? C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, parce que même genre j'essaye de mettre à des cas personnels, genre j'en sais rien. Je me dis genre si un jour j'avais envie d'emmener ma famille dans un show queer, tu vois, avec des mecs qui ont des plumes dans le cul et qui sont drôles et qui dansent, qui se foutent de notre gueule, tu vois, par exemple, tu vois. Et ben je me dis en fait je le ferai pas parce que c'est clivant, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est une expérience. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une expérience molle. Et donc tu vas plutôt l'emmener genre voir au ciné, voir Tom Cruise, tu vois. Ouais, c'est l'équivalent de la pizzeria, ouais, d'accord. Ouais. Et c'est marrant en fait, tu peux te l'appliquer à plein de trucs. Ouais. Non, ça j'ai trouvé ça hyper cool. Et donc ça c'était cool. Et donc après il enchaîne sur un autre concept qui est être en vie, c'est prendre des risques. Et il se rappelle, en fait, pour introduire le truc, il se rappelle d'un dîner où un certain David Blaine, donc David Blaine, c'est un magicien connu aux US, et apparemment Nassim le connaissait pas à ce moment-là. Et donc David Blaine, il avait fait un tour de magie où il avait fait passer un pic à glace à travers sa main. Et plus tard, Nassim a remarqué que la main du magicien saignait. Et des mois plus tard, lorsqu'il lui a serré la main, il a remarqué une cicatrice là où le pic à glace était passé. Et il s'est dit, voilà quelqu'un qui a skin in the game, qui n'est pas juste un illusionniste. Et donc, pour faire une subtile analogie, quand Nassim avait regardé la télévision en 2016, alors avec le son en mute, il dit apparemment, c'est un truc qu'il fait souvent, il dit qu'il avait tout de suite vu, apparemment, que Donald Trump allait gagner, justement parce que c'était le seul à pas être un illusionniste. En fait, il avait des défauts apparents. Donc c'était quelqu'un qui avait des cicatrices. Et donc quelqu'un qui a des cicatrices, c'est pas quelqu'un qui bullshit. Donc c'est assez marrant de dire ça, car Trump... il bullshit plutôt beaucoup, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de sentiment. Enfin, tu vois, Trump est un entrepreneur raté. Ben, tant mieux, le peuple qui vote rate aussi des choses. Il va commander 300 cheeseburgers à la Maison Blanche. Tant mieux, le peuple qui vote, il mange aussi de la merde. Il va grab her by the pussy, tant mieux, tu vois, le peuple va aussi se vanter d'avoir grab une jolie fille by the pussy. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là où en gros, ça avait l'air d'être moins un bullshitter du fait d'avoir des défauts. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'est vrai que Trump, t'avais l'impression que rien ne pouvait l'atteindre. C'est-à-dire que t'aurais pu trouver une sextape pendant sa campagne avec lui, il se serait rien passé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, après, oui, là, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'effectivement, il était plus relatable, tu vois. Il était plus... Les gens pouvaient plus s'identifier, une partie des Américains, j'imagine, pouvaient plus s'identifier à lui. C'était l'inverse d'un juge, quoi, tu vois. Oui, voilà, vu qu'il était beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus normal. Il nivelait par le bas, même. C'était genre, en gros, les gens se disaient, je suis mieux que lui, quoi. Exactement, genre, vu qu'il était médiocre, il est rassurant ou il paraît plus authentique. Ce qui est vrai, je pense que Trump est authentiquement un médiocre, tu vois, et un débile. Et du coup, oui, effectivement. Mais après genre, je sais pas si c'est la même chose. Enfin, je pense que c'est un peu distinct l'authenticité et le skill in the game, tu vois. Dans le sens où Trump, je pense qu'il était authentique, donc ce qu'il racontait, genre c'était authentiquement un mongol. Mais par contre, il avait pas skin in the game dans le sens où c'était un mec qui a hérité, qui a toujours été riche, qui prend pas beaucoup de risques dans sa vie. Enfin, tu vois. Je pense que niveau risque, on n'y était pas, quoi. Oui, après, je pense que c'est aussi l'apparence du risque. Oui. En fait, si tu veux, t'as eu un déchaînement des médias sur lui, et ça semblait ne pas jouer contre lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est quand même un phénomène intéressant, tu vois. C'est-à-dire de dire, il a fait ça, regardez, c'est un boulet, machin. Et les gens, ils étaient là, ouais, mais je m'en fous. Et ça, c'est quand même genre un phénomène, voilà. Et donc du coup, Nassim, il dit qu'il avait prédit sa victoire, mais bon, je sais pas si c'est toujours un peu facile. C'est vrai. Et juste, je suis en train de réfléchir à l'histoire des minorités, machin. Vas-y. Et je trouve qu'en fait, c'est vachement intéressant parce que, tu sais, aujourd'hui, on a tout le débat de est-ce qu'il faut laisser parler les opinions extrêmes. Ouais. Tu vois, genre, est-ce qu'il faut laisser parler le raciste? Est-ce que, genre, la liberté de parole, elle excuse tout?
avec les débats sur le premier amendement aux États-Unis et en France sur est-ce qu'il faut encore se taper Éric Zemmour à la télé, tu vois. Et en fait, je pense qu'effectivement cette histoire de minorité contagieuse, ça peut aussi être un élément intéressant pour juger de est-ce qu'il faut garder une plateforme pour les haineux ou est-ce qu'il faut laisser les opinions extrêmes s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est plutôt un argument en la défaveur, tu vois. C'est de dire, genre, si tu laisses les gens extrêmes et radicaux s'exprimer, en fait, ça va souvent être contagieux, tu vois. Ça va être contagieux, d'une part, parce que intellectuellement, c'est toujours plus attirant une opinion extrême. C'est plus facile, c'est plus simple. Ah, trop stylé, il a la réponse, tu vois. Et d'autre part, parce que, en fait, c'est le phénomène mathématique que Nassim Taleb décrit, qui est que, en fait, si t'es intransigeant, bah, tu vas imposer ta volonté aux autres qui le sont moins et qui sont plus tolérants, et du coup, qui vont prendre en compte tes besoins dans leur, tu vois. Ouais, mais ce qu'on disait, c'est que tu peux être intransigeant sur des causes qui se révèlent être bonnes finalement, et être intransigeant sur des causes qui se révèlent être malheureusement mauvaises. Donc oui, ça marche dans les deux sens en fait. C'est ça marche dans les deux sens, mais pour moi, ça veut dire que collectivement, il faut quand même faire des choix de qui tu laisses parler et qui tu laisses, enfin, tu vois. Tu vois, c'est un argument en faveur de ça, c'est sûr. Maintenant, je sais pas si c'est ça la conclusion. Ouais. Mais oui, bon après c'est toujours compliqué avec les gens qui passent à la télé parce que tu peux te dire, enfin ils ont une plateforme quelque part, donc est-ce que c'est une minorité, enfin c'est une minorité plus dans le sens où tu touches des millions de personnes si tu parles à la télé. Ouais. Mais ouais, enfin bref, c'était un chapitre qui était intéressant, moi j'avoue. Ensuite, il y a toute une section où Nassim Taleb va cracher sur les experts. Donc, c'est un peu gratuit, mais c'est marrant. Donc, il rappelle qu'il ne crache pas sur tous les experts, il crache seulement sur une certaine classe d'experts. Et donc, par exemple, un vrai expert, selon Nassim Taleb, on en a parlé, c'est par exemple un pilote d'avion. Donc, il dit, les pilotes d'avion qui sont des pseudo-experts, ils vont cracher l'avion et c'est fini, le problème est résolu. Les pilotes d'avion sont des vrais experts car ils ont skin in the game, ils sont en contact avec la réalité. Et donc voilà, Nassim Taleb, il a écrit un chapitre un peu satirique dans son livre pour se moquer d'une certaine classe de personnes qui ont la fâcheuse habitude de vouloir nous expliquer quoi faire, quoi manger, quoi penser et pour qui voter. Et donc Nassim Taleb nous introduit au concept du intellectual yet idiot, donc l'intellectuel pourtant idiot. Et voilà, c'est sur lui que Nassim va cracher. Et donc il dit... On peut reconnaître l'intellectuel pourtant idiot, selon Nassim, à plusieurs caractéristiques. Donc l'intellectuel pourtant idiot appelle démocratie lorsque le peuple vote comme il a envie et populisme quand le peuple ne vote pas comme il a envie. L'intellectuel pourtant idiot est pseudo à gauche. Donc pseudo à gauche, selon Nassim, ça veut dire que en fait, tu te dis être à gauche, mais en fait, tu as des idées d'extrême droite, comme la ségrégation raciale. Et quand t'es pseudo à gauche, tu te soucies beaucoup plus de te faire bien voir que d'aider réellement les gens. L'intellectuel pourtant idiot regarde des TED Talks. L'intellectuel pourtant idiot a lu Black Swan, donc c'est un livre de Nassim Taleb, mais n'a pas compris Black Swan. L'intellectuel pourtant idiot pense que ce chapitre équivaut à dire que tout le monde est un débile sauf Nassim Taleb, alors que l'intellectuel pourtant idiot ne représente qu'une infime minorité de la population. et là, t'es pas prêt parce qu'il dit l'intellectuel... Il est marrant quand même. Il est drôle, ouais. Et il dit l'intellectuel pourtant idiot s'est historiquement trompé sur Staline, Mao, les OGM, la guerre en Irak, Libye, Syrie, les régimes bas en glucides, les graisses trans, les machines dans les salles de sport, les statines, que l'intellectuel pourtant idiot prend pour faire baisser son cholestérol, le salafisme. Voilà. Donc ça, c'est toutes les choses sur lesquelles il s'est trompé. Et pourtant, l'intellectuel pourtant idiot reste convaincu que sa position est toujours la bonne. Il a pas skin in the game. Ça ne dérange pas sa petite vie paisible d'avoir tort tout le temps. Voilà. C'était un de mes chapitres préférés. Je suppose que tu veux qu'on revienne sur un des trucs de l'intellectuel pourtant idiot, mais c'est vraiment écrit comme ça dans le livre. C'est-à-dire qu'il donne zéro explication et juste il enchaîne les trucs. Tu vois, genre, c'est hyper drôle. Non, mais c'est drôle parce que
c'est vrai que c'est drôle parce que genre, justement comme tu dis, il donne aucune explication. C'est ça qui est drôle. Ouais. Mais on a quand même tendance à comprendre ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? On est là, il a pas tort et tout, tu vois, même si on n'a pas tort. Genre il s'arrête pas pour faire oui, en fait Staline, je sais pas quoi, non, genre, c'est ça, et genre on a l'impression qu'on comprend le concept, genre bon, j'espère quand même secrètement ne pas être dans la catégorie, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, genre à la fois tu te dis est-ce que je suis dedans ou pas, et en même temps tu te dis il a pas tort. Tu vois ce que je veux dire? Non mais bon, tu vois, ça rejoint aussi le fait de quand des fois on se demande de quoi parle le livre, tu vois. Mais bon, voilà, bon, c'est un chapitre rigolo. Donc maintenant, si on fait si on fait un petit peu caca sur Thomas Piketty. Donc si on parle de skin in the game dans les inégalités, donc on va faire caca sur Thomas Piketty et sur son livre dont beaucoup parlent mais que peu ont lu. J'adore cette citation. Intitulé, donc son livre c'est Le Capital au XXIe siècle, c'est son livre super connu. Ouais. Qu'on va faire, je sais pas quand, ça serait bien qu'on le fasse quand on est face à face quand même, mais pas quand on est en mode Covid. Et donc, pour rappel, c'est un livre très connu où Piketty s'inquiète de l'augmentation des inégalités, d'une part, et où d'autre part, Piketty s'inquiète du fait que le capital, donc quand tu possèdes beaucoup de capital, en fait, tu vas avoir de plus en plus de retours sur investissement, et plus que le travail en tout cas, et que donc fatalement, le système finira par exploser, car quand tu as du capital, tu vas pouvoir en accumuler encore plus, et ainsi de suite. Voilà. Complètement faux, selon Nassim Taleb. Donc, il dit déjà Thomas Piketty ne se soucie pas de savoir si ceux qui sont au sommet de la pyramide des inégalités sont les mêmes au cours du temps. Tu vois, est-ce que c'est le même mec qui est toujours au-dessus finalement? Voilà. Donc ça c'est le premier truc. Et donc déjà, Nassim Taleb dit c'est faux de raisonner de manière statique. Et la deuxième critique, c'est qu'il dit qu'avec le mathématicien Raphaël Douadi, Taleb a soi-disant montré que les calculs de Thomas Piketty étaient faux, en montrant, je cite, un problème d'estimateur. Alors, je ne suis pas allé vérifier. Mais effectivement, c'est un peu le domaine de prédilection de Nassim Taleb, les phénomènes de type extrême, donc de type le gagnant prend tout. Et voilà, en effet, ça peut être prépondérant quand on étudie les inégalités extrêmes. Et donc, bref, il dit, il cite Piketty lorsqu'il dénonce toute une classe d'intellectuels qui s'engagent dans une fausse solidarité avec les démunis. Il dit que Piketty n'a pas skin in the game, il touchera son chèque quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ouais, voilà. Il chie un peu sur Piketty. Ouais, bah, tu vois, là, par exemple, je me rappelle, c'était un des chapitres où j'étais un peu attristé. J'étais là, putain. Non, mais en gros, genre, en fait, c'est là où je trouve que le Nassim Taleb, il atteint ses limites. Ouais. C'est que, ok, c'est agréable de manquer de nuances, mais genre, parfois, je trouve que ça réduit la pertinence de ton postulat, quoi. Tu vois, genre, ok, le mec, il a un postulat, c'est qu'il faut avoir skin in the game. Qui est, je pense, un postulat genre relativement valide la plupart du temps. Mais ça veut pas dire que genre quiconque n'a pas skin in the game, faut lui chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre d'une part, je pense que Thomas Piketty, bon, je le connais pas, mais j'ai quand même l'impression que sa démarche est sincère. Et au-delà de Thomas Piketty, tu vois, je pense que tu es capable d'avoir une démarche sincère et intellectuellement rigoureuse, même si t'es pas directement concerné par ce que tu racontes. Donc là, je pense qu'il y a une limite à ce que Nassim Taleb dit. Et tu vois, genre, il pourrait faire preuve de nuance, il pourrait dire, genre, oui, en règle générale, c'est quand même pas mal. C'est un indicateur de confiance d'avoir une surface de risque dans ce que tu racontes, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire que quiconque n'a pas une surface de risque, c'est un charlatan, faut lui pisser à l'arrêt, faut l'insulter sur Twitter, tu vois. Ouais. Et c'est ce que Nassim Taleb fait, en l'occurrence, tu vois. Après, je l'ai déjà entendu se défendre là-dessus, je trouve que c'était intéressant. En fait, lui, il dit que quand il insulte les gens comme ça et qu'il est c'est pour se mettre en skin in the game, tu vois. Exactement. T'as deviné ou tu l'as entendu? Il est insupportable. J'ai deviné, mais il est insupportable. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, c'est-à-dire que si quand il fait ça, en fait, il prend le risque que, s'il a tort, tu vois, genre, il se ridiculise, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre, il s'applique sa propre discipline. Donc, je trouve ça marrant, voilà, il est cohérent avec lui-même. Et je sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait fait le livre qui s'appelait Méritocratie Trap, en fait, on avait déjà un peu remis en cause quand même Piketty, parce que dans Méritocratie Trap, on disait que, enfin, l'auteur avait plutôt démontré que les plus riches aujourd'hui, c'était surtout les super travailleurs, donc les gens qui travaillent comme des brutasses, plutôt que ceux qui possèdent du capital, ou en tout cas, c'est beaucoup. Enfin, si tu te compares à un siècle auparavant, enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les super travailleurs qui sont riches. Et donc
enfin voilà, moi j'arrive à concevoir aussi qu'il y a quand même certains trous dans le raisonnement de Piketty. Pas parce que moi j'ai réfléchi et parce que enfin nous tous les deux on n'y connaît rien, mais plus parce que effectivement je vois un certain nombre d'intellectuels qui émergent pour contredire un peu ce que Piketty dit et qui sont pas, enfin qui sont plutôt des gars respectables quoi. Donc j'ai l'impression que, enfin ça me surprend pas qu'il y ait débat sur ce que dit Piketty quoi. Ouais, mais moi ça me surprend pas qu'il y ait débat et si ça se trouve il y a des erreurs etc. Mais ce que je veux dire c'est que de un c'est pas parce qu'il y a une erreur, tu vois genre le livre de Piketty c'est un pavé tu vois et genre toutes les données sont etc. Donc peut-être que Nassim Taleb il a trouvé une erreur à un endroit dans une théorie tu vois qui peut être tout à fait valide, mais ça remet pas nécessairement en question tout l'édifice tu vois de un. De deux, il y a une manière de formuler des critiques qui je pense est importante tu vois. Et tu peux pas te dire. Mais t'as pas skin in the game si tu formules. Bah voilà, c'est ça. Et genre, en gros, selon son postulat, genre, du coup, dès que t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois par définition lui chier dessus, être agressif pour avoir skin in the game, tu vois. Et je pense que c'est genre un raisonnement circulaire de merde, tu vois. Ah, ben oui. Donc, tu vois, donc, tu vois, je souscris pas à la manière de faire. Et en fait, je pense que même ça fait pas avancer intellectuellement le débat, tu vois. Non, mais moi, genre, il me met un peu mal à l'aise. Voilà, il met un peu mal à l'aise. Donc, après, il a la chance de pas être con. Donc, je pense que ce qu'il dit, il y a beaucoup de vrai. Mais heureusement pour lui, parce que genre, tu vois, genre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du rhétorique et du débat, pour moi, elle est cruciale. Et lui, il l'a pas, tu vois. Genre, lui, il est vraiment il est dans son antre et il soulève de la fonte et il insulte les gens, tu vois. Il soulève de la fonte, mais pas avec des machines. Hein. Attention, il soulève de la fonte avec, comme on appelle ça, tu sais, à développer couché, pas avec des machines. Hein. Il dit les machines, ça sert à rien. Et tu vois, donc je trouve que justement son chapitre ou sa diatribe contre Piketty montrait plutôt les défauts un peu de son raisonnement. Si tu veux, pour finir un peu ce qu'il voulait dire, en fait, tu vois, il compare Piketty à des gens comme Simone Veil, il dit, qui ont décidé de se battre tout en ayant skin in the game. Donc il dit apparemment Simone Veil, elle aurait été travailler incognito pendant un an dans une usine afin de rencontrer la classe ouvrière et de savoir de quoi elle parle. Et en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que selon lui, donc selon Nassim Taleb, Thomas Piketty n'a pas demandé aux travailleurs ce qu'ils pensent des inégalités. C'est-à-dire que Nassim Taleb, il pense que les travailleurs tolèrent très bien les inégalités si la personne au-dessus d'eux prend des risques. Voilà. Nassim Taleb, il pense que dans une société, tu ne dois pas réduire les inégalités, tu dois avoir de grandes inégalités, mais il faut que les gens au top puissent tomber. Il faut que les gens au top soient exposés à des risques. Typiquement, il dit que quand tu compares l'Europe aux USA, tu as tendance à dire en Europe, il y a moins d'inégalités. Mais Nassim, il dit on s'en fout, c'est le turnover qui compte. Et donc, par exemple, il prend l'exemple d'une famille de Florence en Italie qui était riche en 1580, tu vois, et qui l'est toujours aujourd'hui. Et donc, il dit ça, c'est pas normal, tu vois. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a pas mal de choses originales à méditer dans ce chapitre-là. Et je comprends la critique qui est de dire que oui, au fond, les travailleurs, c'est peut-être pas les inégalités qui les gênent, en fait. Hein. C'est peut-être certaines injustices, en fait, tout simplement. Oui, non, mais moi, après, je peux être d'accord avec lui sur l'aspect le renouvellement des classes sociales. Il faut le regarder aussi, et donc il faut regarder d'une vision dynamique. Donc ça, je peux être d'accord, mais ça n'enlève rien à un diagnostic potentiel à un instant T, tu vois. C'est-à-dire que, parce que le truc, c'est qu'en fait, l'environnement législatif et fiscal, il change, tu vois. Donc en fait, le taux d'imposition des classes supérieures, il était genre infiniment plus grand dans les années, je pense, 50 ou 60, que depuis Reagan et Thatcher, où là, il a fait que baisser. Donc peut-être que genre, en l'état actuel de l'environnement fiscal et législatif, les classes supérieures ne prennent pas de risques et ne feront que se reproduire si on maintient cet environnement actuel. Et donc effectivement, si tu regardes le renouvellement des classes, peut-être que les 200 dernières années, il s'est renouvelé c'est simplement parce que l'environnement législatif était tout autre. Oui, non, mais typiquement, je pourrais très bien avoir un cas où tu as des inégalités extrêmes, mais que tout le monde, au cours de sa vie, passe par tous les percentiles de richesse. Tu vois, ça pourrait exister. Et dans ce cas-là, le raisonnement de dire il y a des inégalités, il devient un peu caduque si tout le monde passe par les mêmes percentiles. Donc c'est vrai que quand il manque la partie dynamique à ton raisonnement, moi j'arrive à entrevoir la critique. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que même si tu appliques la partie dynamique aux 50 dernières années, je pense que le raisonnement de Piketty reste valide. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai relu mes notes en fait sur le livre de Piketty qui fait quand même 1000 pages et j'ai pas trouvé en fait la partie dynamique.
Okay. Et je me dis, putain, quand t'écris... Enfin, alors peut-être c'est moi qui ai pas relevé le truc dans mes notes, et dans ces cas-là, mea culpa. Mais je me dis quand même, si j'ai raison et que j'ai bien fait mon travail, c'est possible que j'ai mal fait mon travail. Hein. Mais quand t'as écrit un livre de 1000 pages et que t'as pas relevé le principe dynamique, c'est quand même un peu dommage. Ouais. C'est quand même... tu vois, le truc qui fait... le truc, c'est un pavé, quoi. Bref. Du coup, si on chie sur les experts... la question, c'est à quels experts peut-on se fier pour prédire l'avenir ? Et il va parler d'un expert qu'on appelle Lindy. Et Lindy, donc c'est un restaurant à New York. Donc apparemment, c'est un attrape-touriste qui a fait faillite le jour où le livre est sorti d'ailleurs. Donc c'est marrant. Et Lindy, donc dans ce restaurant, les comédiens de Broadway avaient tendance à traîner dans ce restaurant et ils avaient une théorie. Ils avaient une théorie qui disait que plus un show Broadway avait du succès longtemps, plus il avait de chances de continuer à avoir du succès longtemps. Donc en gros, si je te la fais de manière pragmatique, donc si un show avait du succès pendant 10 jours, les comédiens estimaient sa durée de vie à 10 jours supplémentaires. En revanche, si un show avait été diffusé pendant 10 ans avec succès, les comédiens estimaient sa durée de vie à 10 ans supplémentaires. Et donc en gros, l'effet Lindy, quand on parle d'un objet ou d'un concept non périssable, donc ça c'est important, il faut que ça soit non périssable, plus il a vécu longtemps, plus il est probable qu'il vivra longtemps. Voilà. Donc par exemple, les êtres humains ne sont pas Lindy, parce que si tu as vécu 70 ans, tu vivras pas 70 ans de plus, ou alors c'est très peu probable. Mais les séries sont Lindy, donc une série qui a eu du succès pendant 10 ans, comme Friends, j'en sais rien, aura du succès pendant encore probablement 10 ans. Voilà. Donc ce qui est Lindy vieillit à l'envers, donc c'est rigolo. Et donc ça c'est pour lui, ça c'est l'expert de prédiction d'avenir par excellence, c'est Lindy. Et donc pour illustrer un phénomène qui est non Lindy, il va prendre l'exemple des sciences sociales et de la macroéconomie. Alors c'est deux disciplines qui prennent une place privilégiée dans le cœur de Nassim Taleb. ça, il va chier sur des gens, c'est parti. Voilà. Putain, tu commences à cerner le personnage. Donc il dit que les seuls juges de la pertinence des travaux des chercheurs sont leurs pairs, donc les autres chercheurs. Et donc quand c'est le cas, t'es dans une discipline qui n'est pas Lindy. Donc en économie, tu peux donner par exemple le prix Nobel à deux économistes qui disent des choses opposées. Et donc ils s'interrogent, mais qu'est-ce que c'est que cette discipline ? Et donc il dit, en fait, si tu racontes n'importe quoi et que tu es tout seul, on va t'accuser d'être fou. Mais si tu racontes n'importe quoi, mais à l'intérieur d'un collectif de personnes qui disent toutes un petit peu la même merde, en gros, tu as créé un département dans une université. Et il explique que la recherche académique qui est faite pour aller dans le consensus et pour plaire à tes pairs n'est pas compatible Lindy. Et donc là, j'avais envie de rappeler l'anecdote où en fait, je pense que tu connais, Georges, c'est les chercheurs Hélène Pluckrose, James Lindsay et Peter Boghossian dans l'affaire qui est maintenant célèbre des Grievance Studies Hoax, c'est le canular des études victimaires ou de doléances. Et en gros, ces trois chercheurs, ils avaient étudié dans certains domaines des sciences sociales que eux, ils avaient jugés comme particulièrement corrompus, comment publier des faux papiers scientifiques juste en racontant ce que les pairs universitaires du domaine avaient envie de lire. Et donc, par exemple, moi, le truc qui m'avait marqué, c'est qu'ils avaient réussi à publier un papier qui, en gros, était Mein Kampf, mais ils avaient remplacé juif par homme blanc, tu vois. Et donc en gros voilà, ça illustre bien le truc que Taleb dénonce, c'est qu'en gros quand les seuls juges de ce que tu fais c'est tes pairs et qu'en gros ton travail de publication va dans le consensus total, c'est probablement pas Lindy, tu vois. Ouais, après ça dépend de la taille du groupe de tes pairs, quoi. Je sais pas en fait, je sais pas parce que en gros, lui, son conseil, c'est il dit chercher les publications scientifiques qui, tout en étant rigoureuses, contredisent le consensus des pairs du domaine. Parce qu'il dit ça, c'est Lindy. Et encore plus si la publication impacte la réputation de l'auteur. Tu vois. Alors que il a tendance à dire, si tu publies des choses dans le consensus de tes pairs, finalement, c'est probablement pas ça qui est intéressant en fait. Oui, ça se tient. Après, je n'ai pas une manière de vérifier si c'est vrai ou pas, mais de toute façon, à mon sens, tant que c'est rigoureux, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'ici, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il essaie d'identifier qu'est-ce qui risque de durer, en fait. C'est quoi les papiers qui risquent d'être là longtemps, en fait.
Oui, c'est ça. Bah là, je suis plutôt d'accord avec lui, effectivement. Genre, si t'as un papier qui est scientifiquement rigoureux et qui va à l'encontre de ce qu'on croyait auparavant, bah nécessairement, ça va marquer une forme de rupture et du coup, ça aura une durée. Enfin, il a plus de probabilité d'être cité, il a plus. Donc oui, là, c'est un peu. C'est ça. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'il illustre le truc aussi en parlant des critiques de livres. Donc il dit que les critiques de livres, en fait, écrivent des critiques surtout pour se faire bien voir par les autres critiques et non pour le public. Et donc lui, il dit que ça peut pas marcher. Et en fait, moi, l'exemple qui m'est venu en tête, c'est, je sais pas si tu connais, c'est le spectacle du comique Dave Chappelle. Je sais pas si tu connais Dave Chappelle. Ouais, mais j'ai jamais vu ce spectacle. Ouais, donc bon, c'est sur Netflix, ça s'appelle Sticks and Stones. Et en gros, les critiques lui avaient donné 35% sur Rotten Tomatoes. Donc 35%, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est, je crois, The Last Airbender, j'avais regardé, il avait 30, tu vois, pour te dire. Et donc, ouais, les critiques avaient dit, oui, c'est transphobe, ça se manque de MeToo, machin. Et genre, quand ils ont ouvert les critiques à l'audience, il a eu 99%, tu vois. Ouais. Et genre, c'est vrai qu'on peut se demander, en fait, on est où, en fait, si les critiques disent que c'est nul à chier et que les spectateurs disent 80%, tu vois. Enfin, et là, on parle pas de cinéma, on parle d'un spectacle comique, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, on est un peu dans la farce, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans des gens qui écrivent des choses pour plaire à leur père et pas, en fait, pour plaire à ceux qui, finalement, les financent quelque part, tu vois, qui est les spectateurs, quoi. Ouais, bah en fait, au-delà de pour qui t'écris, c'est surtout, pour moi, ça montre genre une déconnexion, quoi, entre genre parce qu'en fait, je pense que quand ils écrivent, les gens ils sont sincères. Quand les mecs ont mis des notes de merde à Dave Chappelle, je pense que sincèrement ils kiffaient pas ce qu'ils disaient et ils se sentaient heurtés ou ils étaient pas d'accord ou ils trouvaient ça médiocre, tu vois. Mais juste que du coup, je pense que ces gens-là qui ne sont pas du tout du coup représentatifs, effectivement, de la majorité des gens. Et enfin, tu vois, c'est surtout ça. Pour moi, mais ce qui la question, c'est pas à qui tu veux plaire, en fait. C'est plus que genre, en fait. Mais je pense que ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est bizarre, en fait, que tu te retrouves avec une congrégation de gens comme ça à cet endroit-là, et qu'il n'y ait pas un phénomène où, en gros, quand tu diverges à ce point-là, en fait, tu dégages. Il n'y a pas de phénomène comme ça. C'est-à-dire que le mec a pas skin in the game dans le sens où, en gros, sa critique qui est complètement à côté de la plaque, finalement, de façon évidente, il est toujours là, tu vois. Ouais, et en fait, c'est que on devrait pas arriver à ce stade-là, quoi. Exactement. Et en fait, normalement, on devrait y avoir un processus de raffinement qui fait que les critiques qui restent, en fait, c'est les critiques qui ont eu raison. Ouais. Et c'est vrai que je sais pas si t'as déjà fait un truc, mais un truc qui me fait taper des barres, c'est aller voir sur Allociné, tu sais, des films qui ont fait consensus total, tu vois. Et aller voir la critique presse, tu vois, qui a mis genre 1 étoile, qui dit ouais, c'est de la colique, tu vois. Et tu te dis, mais c'est qui ce mec, tu sais, pour se tromper à ce point-là alors que c'est son taf, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que juste là, on rejoint ce qu'il me dit, c'est que tu devrais avoir une forme de sanction si tu te trompes à ce moment. C'est ça. Et là, on a tendance à dire, bah, c'est leur avis, tu vois, ou genre, bah non, tu vois. Donc voilà. Donc plus généralement, n'importe quel business où tu es jugé par tes pairs plutôt que tes clients, donc voilà, va finir par mourir. Voilà. Donc quand il n'y a pas de contact avec la réalité, en fait, ça finit par pourrir, d'après Nassim Taleb. Mais ça, c'est vrai que c'est un bon conseil, ça. Le fait qu'il faut ultimement être jugé par tes clients, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un truc. C'est Lindy. C'est Lindy. C'est Lindy. Et sinon, donc, Georges, je sais pas si tu savais, mais les chirurgiens ne devraient pas ressembler à des chirurgiens. Et donc, il va te donner un petit conseil. Si tu dois te faire opérer un jour et que dans la clinique, tu as le choix entre la caricature du chirurgien, cheveux blancs, lunettes, stéthoscope, machin, tu vois. Je dis de la merde, hein, j'ai la photo sur Google, quoi, en gros. Ouais. Et d'autre part, un mec qui ressemble à un boucher et qui a l'air de s'en battre les steaks, et ben, pour ton opération, Nassim, il dit, choisis le boucher, car il ne doit sa position en tant que chirurgien que à son talent et pas à son image. Voilà. Et toujours dans la même idée, c'est si tu embauches quelqu'un à compétences égales, embauche la personne qui n'a pas fait Harvard ou qui n'a pas la tête de l'emploi, parce qu'il ne doit sa position que grâce à ses compétences. Donc, toujours choisir celui qui a décidé de mettre skin in the game en choisissant de ne pas tomber dans la facilité et de ne pas utiliser les apparences pour l'aider à avancer. Quelqu'un qui essaie de te vendre un truc et qui est en costard-cravate, c'est qu'il essaye probablement de t'entuber. Après, c'est vrai que c'est plutôt un bon conseil, ça, de se dire les gens qui ont réussi à s'extraire soit de leur situation sociale, soit de genre
d'une apparence, enfin, ou qui ont réussi à avancer malgré une apparence qui correspond pas aux canons sociaux, etc. Ouais. Bah ça veut dire qu'ils ont dû compenser par ailleurs, tu vois. Donc soit par un surplus de compétences, soit par un surplus d'intelligence, soit par un je trouve que ça fait sens, ouais. Tu vois, ça fait plutôt sens de se dire bon, quand il y a enfin, tu vois, le fait est que l'apparence, ça joue beaucoup aujourd'hui dans les relations humaines et même dans les relations professionnelles, tu vois. Et même chose pour les diplômes, tu vois. Et donc, quand t'as un mec qui n'a ni l'apparence et ou ni les diplômes et qui en est arrivé là ou qui est bon, bah ça veut dire qu'il a fait plus d'efforts qu'autrui. En général, il doit être meilleur, quoi. Ouais, non, mais moi ça me parle, je trouve ça intéressant comme remarque. Sauf si on met en place des quotas. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que justement le principe de mettre des quotas, c'est de la discrimination positive. Ah oui, d'accord, tu veux dire que le mec, d'accord, ouais. Oui, tu peux trouver, oui, d'accord, si tu fais venir des gens qui ont rien à voir, d'accord, ouais. Okay, ouais. Et dans ce cas-là, c'est plus une plus-value si ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah dans ce cas-là, c'est le mec qui est mal habillé parmi les gens qui sont dans les quotas, quoi. Ça marche en fractal. Ça marche en fractal. Ensuite, il va dire c'est quoi le skin in the game dans les médias. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein. Il dit les faits sont vrais, les médias sont faux. Et donc il va évoquer un épisode de sa vie où il discutait avec David Cameron. Donc à l'époque, c'était bientôt le Premier ministre en Grande-Bretagne. Donc il n'était pas encore Premier ministre. Quelles sont vos raclures, lui? Je connais pas. Et donc en fait, il avait une discussion avec David Cameron de comment rendre la société immune aux signes noirs, donc aux Black Swan, donc aux événements extrêmes. Et donc c'était apparemment une discussion de près d'1 heure. Et le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constata que tous les journaux de Londres l'accusaient de nier le réchauffement climatique. Voilà. Donc clairement, l'attaque était basée sur un segment de 20 secondes sur toute l'heure de conversation et en contradiction avec ce que Nassim Taleb voulait dire. Voilà. Au contraire, il expliquait que si on continue à faire les cons avec le climat, on va se prendre un signe noir. D'accord ? Donc, les accusations des journaux avaient pour but de ternir la réputation de David Cameron en ternissant son interlocuteur, Nassim Taleb. Et donc, clairement, il dit que les journaux s'étaient dressés entre la vérité et les lecteurs. Alors, Nassim Taleb a réussi à leur faire publier une rétractation en poussant avec ses avocats, voilà. Mais tout le monde ne peut pas en faire autant. Et puis, ils vont avoir à l'usure. C'est toute une aventure de faire rectifier un truc dans un journal. Il dit, les journalistes n'ont pas skin in the game, donc pas comme un restaurateur qui ferait attention à l'opinion de ses clients, donc les journalistes vont disparaître. C'est d'ailleurs le cas, ils sont en train de disparaître, ils ne sont pas compatibles, l'INDI. Et l'exemple le plus flagrant des journalistes qui se mettent entre la vérité et les lecteurs, en fait, j'aime bien la façon dont Sam Harris illustre le problème. Et d'ailleurs, Sam Harris, il est cité à ce moment-là dans le bouquin par Taleb. Donc, Sam Harris et Taleb, ils s'aiment pas. D'accord, comme d'hab, hein. Il aime personne, Taleb. Mais Taleb le cite comme ayant raison sur ce point, donc ça, c'est rigolo. Et j'ai bien aimé l'exemple de Sam Harris là-dessus. Il dit, imagine demain, je dis la phrase suivante. Donc, imagine, je dis, les blancs sont des singes, les noirs sont des singes, nous sommes tous des singes, le racisme n'a aucun sens. Tu vois, imagine, je dis ça. Et ben, il dit que certains journalistes ne vont pas se gêner pour écrire en titre de l'article Sam Harris, : entre guillemets, les noirs sont des singes. Tu vois. et donc ça, c'est vraiment, je trouve que l'illustration est hyper bonne, quoi. Enfin, c'est vraiment genre se mettre entre la vérité et tes lecteurs, quoi, finalement. Ouais, mais là, je suis d'accord avec lui sur le fait, avec eux, sur le fait que oui, effectivement, les journalistes, c'est pas nécessairement, enfin, il y a tout un pan du journaliste qui n'est pas spécialement en quête de vérité, mais plutôt en quête comment ça s'appelle, de polémique, et de machin. Et de pousser un narratif aussi, parfois. Exactement, et de pousser un narratif, mais après, en vrai, genre, si tu dis, c'est quoi skin in the game pour les journalistes, et c'est quoi les clients des journalistes, c'est leur audience. Tu vois, et donc là, je trouve qu'il y a une contradiction, ce qui est que, enfin, à mon sens, genre, si je respecte la théorie de Taleb, c'est que, genre, tes clients et ton risque en tant que journaliste ou en tant que média, c'est que ton audience se réduise. Si tu mens et on t'aimant, mais que ton audience augmente, dans ce cas-là, t'es skin in the game, tu vois. Ouais, c'est sa théorie, c'est de dire que justement, genre Fox News respect, tu vois. Du fait qu'ils ne répondent pas aux besoins de leurs clients, en fait, ils sont en train de s'éteindre. Justement, c'est ça sa théorie. C'est-à-dire selon lui, ils répondent plus
quand ils écrivent des articles, ils essayent d'être en gros dans un consensus vis-à-vis de leur pairs, encore une fois, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, plutôt que par rapport à leurs clients. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, les faux journalistes, c'est ceux qui vont aller dans le consensus général de dire oui, Poutine, il est méchant, Assad, il est méchant, les rebelles d'Assad, c'est les gentils, tu vois. Voilà, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais je vois aussi ton point, qui est de dire, finalement, ils essaient quand même de plaire à leur audience. Mais bon, le fait est qu'ils sont en train de disparaître, tu vois. Donc, Oui, non, mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire, etc. Et oui, je pense qu'il y a effectivement tout un pan des médias qui servent les intérêts des puissants, parce que pour des raisons principalement financières. C'est notamment le cas en France, tout le paysage médiatique est détenu par 5 mecs, etc. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est effectivement problématique. Mais je pense que aussi, genre, il se sert de l'argument. Enfin, tu vois, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les journalistes sont en train de disparaître, c'est principalement du fait d'évolution technologique. En fait, c'est parce que Internet est arrivé. Et c'est pas spécialement parce que ce qu'ils disaient ne répondait pas aux gens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc je pense qu'il se sert d'un événement exogène, tu vois, pour dire regardez. Je vois ton analyse et je suis un peu d'accord. Ouais. Bon, voilà, c'est un peu un débat sans fin. Mais oui, je pense qu'effectivement il y a une partie de l'offre médiatique qui correspond pas du tout à ce que les gens veulent. Mais par contre, il faut aussi respecter le fait que si tu dis mon facteur de risque c'est mon audience et mon client c'est mon audience. Dans ce cas-là, je peux continuer à colporter des mensonges éhontés tel Fox News tant que mon audience est là. Tu vois. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'avais vu, j'avais envie de rajouter ce paragraphe-là parce que j'avais vu vraiment une séquence sur BFM TV où vraiment ils avaient abusé là-dessus. Et où en gros, c'était le gars, s'était dit, en gros, le gars s'était proposé de te résumer un peu la situation, tu vois, parce que toi, t'as pas vraiment le temps, donc il va t'expliquer, tu vois, qui est la personne. Et donc, en gros, là, il balançait des mots-clés, tu vois, genre proche de l'extrême droite, proche de Dieudonné, proche de Trump, anti-vax, tu vois. Et tu sais, il y a tout un champ lexical, tu vois, t'inquiète, je vais t'expliquer comme ça t'as pas à faire le truc. Et tu sais, ils vont dire dictateur au lieu de président, ils vont dire a raffiné sa position au lieu de a changé d'avis. Il est resté ferme au lieu de il s'obstine, tu vois, au lieu de c'est une tête de mule. Et en fait, tu vois, faut vraiment avoir une sorte de réflexe quand tu regardes les infos, vraiment essayer de voir ce genre de mots-clés et de se dire, ok, que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. Là, clairement, le gars essaie de m'orienter, tu vois, vers un truc. Donc ok. Ayons conscience que le gars essaie d'orienter. Et après, je suis peut-être d'accord avec la conclusion du mec, tu vois. Mais juste, le mec abuse un peu quand même. Tu vois. Non, c'est sûr. Et non, je suis d'accord. Mais aussi, tu vois, ça, c'est la même chose, quoi. C'est un peu après, c'est un défaut quand tu cherches à faire avancer un postulat ou une théorie, tu vois. Souvent, tu prends un peu différents arguments et genre n'importe quoi, tout est là pour appuyer ton argumentaire, en fait. C'est ça. Et, tu vois, je pense que c'est un peu, c'est aussi un peu le défaut qu'a parfois Nassim Taleb, c'est que, tu vois, je pense que typiquement, genre, la polarisation des médias ou, le fait que les journalistes périclitent ou qu'ils ont de moins en moins de financement, etc., ça n'a pas grand chose à voir avec sa théorie soit du Lindy Effect, soit du skin in the game, tu vois. Et je pense que c'est des changements technologiques et des changements sociétaux, tu vois. Qui est que, tu vois, aujourd'hui, on a des temps d'attention de plus en plus réduits, donc on n'a pas le temps pour la nuance, blablabla, qui fait que on est de plus en plus sensible à des discours cons comme ceux de BFM, etc. Mais tu vois, je pense que bref, j'aurais tendance à croire que ça n'a pas grand chose à voir. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi, honnêtement. C'est vrai que t'as un peu l'impression que des fois, il essaie de caser des trucs, des ronds dans des trous carrés, tu vois, mais. C'est vrai. Mais bon, bref, c'est marrant quand même. C'est marrant quand même, ouais. C'est ce qu'on disait en intro. Donc voilà, donc là il y a une partie que j'aime beaucoup qui est, en fait, il va parler des gens qui exploitent la vertu pour des gains personnels. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un truc qui m'énerve particulièrement. Ouais. Et même parfois, je me surprends à le faire. Et quand je me surprends à le faire, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Et donc, notamment, il va citer une certaine Suzanne Sontag, qui est écrivaine, que je connaissais pas, qui aurait tourné les talons à Nassim Taleb lorsqu'elle a appris qu'il était trader. Et parce qu'elle est, soi-disant, contre l'économie de marché. Et du coup, Nassim est parti du principe qu'elle vivait à la campagne et faisait pousser ses navets, tu vois, et voilà.
Mais plus tard, il a appris qu'elle vivait dans une maison à 28 millions de dollars et il cite après d'autres anecdotes peu flatteuses sur elle et son rapport à l'argent. Et en gros, il en conclut qu'elle aurait bien fait de la fermer, quoi. Ouais. Et donc, il parle également d'un fameux activiste canadien qui donne des conférences sur l'équité, la diversité, la justice, mais qui a l'habitude d'être odieux avec les serveurs dans les restaurants et qui donc aussi, selon Nassim, ferait bien de la fermer. Et dernier exemple hyper marrant, c'est il cite, tu sais, les hôtels qui te disent protège l'environnement, ne nous oblige pas à laver ta serviette trop souvent. Oui. Alors que concrètement, ils s'en foutent de l'environnement, juste ça leur économise juste genre une tonne d'argent de faire ça. Et donc voilà, je trouve que c'est sympa ces exemples en gros de gens qui ont entre guillemets une fausse vertu qui est un peu gratuite, qui est là juste pour se faire bien voir et qui n'est pas du tout là. Qui va s'en servir. C'est ça. Et oui, et je rajoute mon exemple à moi, mais tu sais, t'as tous les riches californiens avec des millions de dollars en trop qui s'injectent du botox dans les fesses. Je sais pas si ça s'injecte dans les fesses, et qui genre font nimp avec leur argent. Et qui, tu sais, à la fin de la journée, pour pas se sentir trop mal, comme pour s'acheter une conscience, ils vont se mettre à liker les tweets d'Alexandra Ocasio-Cortez, tu vois, sur Twitter. Et tu sais, ça coûte pas bien cher, tu vois. Mais juste, ça sert à rien, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, je vois un peu ce qu'il veut dire à la fin, il conclut en disant ne pratique jamais le virtue signaling, donc le signalement vertueux. Donc, en gros, la vertu qui coûte peu cher, quoi. Ouais, j'avoue que moi je suis totalement d'accord avec ça. Et je trouve qu'on est dans une époque où j'ai l'impression que ça s'accentue ce genre de choses. Bah de ouf. À la fois avec en fait, je pense que ça s'accentue pour deux raisons. Enfin, à la fois à cause des réseaux sociaux parce qu'on peut tous maintenant signaler. Avant pour signaler, tu devais parler à ton voisin, tu devais lui dire ah regarde, je suis un individu honorable, tu vois. Maintenant tu peux signaler à des millions de personnes hyper facilement. Ouais. Et d'autre part aussi parce que il y a une forme d'accumulation de richesse et que les écarts de richesse s'augmentent. Et du coup, je pense que les nantis, dont je fais partie, et d'autres, on a de plus en plus de contradictions morales ou de cas de conscience, et qu'on essaye potentiellement de les réduire avec ce genre d'action un peu puéril. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais par contre, tu vois, là aussi où j'essaierais de calmer Nassim. Parce que tu vois, genre, même chose, genre, je soupçonne en fait que dès qu'un mec dit un truc où il est incohérent, il va lui tomber dessus, il va lui déverser des litrons de diarrhée sur la gueule, tu vois. Ouais. Et tu vois, et c'est là où, genre, moi, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Ouais. Mais je pense que on souffre tous de contradictions, moi le premier. Et après, c'est juste une question de nuance. Voilà, à quel moment tu considères que là, c'est trop en contradiction, ou que là, le mec, il te fanfaronne beaucoup trop et il veut trop qu'on lui suce la bite. Ou c'est juste une contradiction un peu honnête et juste voilà, on a tous des contradictions et il faut tous du mieux qu'on peut, tu vois. Et voilà, moi je souhaite juste qu'on fasse attention on peut pas réclamer une cohérence totale à tout le monde, en particulier dans l'époque dans laquelle on vit, quoi. Mais je pense que ça rejoint ce qu'il disait un peu tout à l'heure sur la pseudo-gauche, c'est-à-dire qu'en gros, quand ton opinion est plus là pour te faire bien voir, plutôt que de faire avancer les choses, tu vois. Il y a pas mal de gens qui ont tendance à avoir une opinion juste parce que ça les fait être bien vus, tu vois, mais qui au final se mettent un peu des barrières cognitives, tu vois, pour pas trop réfléchir, parce que parfois l'opinion qu'ils ont, finalement, ça peut être en défaveur même, tu vois, des gens qui essaient d'aider, parce que finalement ça marche pas, tu vois, ce qu'ils pensent. Mais au final, ils s'arrêtent, ils réfléchissent pas tant que ça, parce qu'ils sont bien contents avec le fait que ça tu vois, ça les fasse bien voir. Et donc oui, enfin voilà, je trouve ça intéressant de se dire est-ce que finalement la vertu que tu displays, que t'affiches, est-ce qu'elle te coûte quelque chose au final? Ouais, exactement. Et enfin, pour ça, je suis complètement d'accord. Et l'exemple typique, c'est les hommes politiques, quoi. Franchement, oui. Ils sont tellement sales là-dessus, genre entre Marlène Schiappa là, c'est qui le mec qui a fait sa sextape avec sa tub là. Le mec Griveaux, qui disait, c'est ça? ouais, Griveaux, apparemment le mec qui disait la famille c'est génial, la fidélité, je sais pas quoi. Et en fait le mec, enfin, après il fait ce qu'il veut avec sa bite, tu vois, mais c'est un exemple typique de ça, de genre, en fait, tu promeus un certain nombre, ou tu pousses un certain nombre de valeurs et tu racontes un certain nombre de trucs juste pour ton petit avancement personnel,
Et Ouais. en fait, t'es complètement incohérent. Mais moi, il y avait un exemple qui m'avait, enfin, vraiment, ça m'avait fait hurler de rire. Enfin, c'était, c'est un peu dans la veine de ce qu'on dit, mais c'était l'université de Princeton aux États-Unis qui avait émis une déclaration comme quoi ils étaient un établissement raciste. Tu vois. Donc apparemment, c'est un truc qui se fait aux États-Unis justement pour faire du virtue signaling. Voilà, apparemment, ça te rapporte des points de bienséance, de bien-pensance. C'était quand tu dis je suis un établissement raciste. Tu vois. Ça, c'est pour te faire bien voir. Voilà. Et suite à ça, l'administration Trump, qui, genre, faut bien avouer, genre un peu de l'humour parfois, leur a dit ah bon, vous êtes raciste? Eh ben, aux USA, un organisme raciste n'a pas le droit de recevoir des fonds publics. Et donc, ils leur ont collé une sorte de commission d'enquête pour savoir combien d'argent ils avaient volé à l'État, car étant racistes, ils n'ont pas le droit de toucher cet argent. Voilà. Et du coup, je trouve ça marrant parce qu'en fait, ils ont pratiqué le signalement vertueux pensant qu'ils n'auraient rien à perdre. En fait, bon, j'ai rien à perdre. Genre, si je dis que je suis raciste, tout le monde va me kiffer, tu vois. Et en fait, la réalité les a rattrapés, en fait. C'est-à-dire que, bah non, c'est pas gratuit, en fait, de dire ça. Et tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et en fait, si tout le monde est raciste, bah en fait, les lois protégeant du racisme deviennent obsolètes, tu vois. Ça tombe sous le sens, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord. C'est hyper drôle, tu vois. Je trouve la réalité les a rattrapés, quoi, en fait. Ouais. Et donc, quand tu lis les articles, ils sont là, oui, c'est dommage que l'administration Trump n'ait pas compris le temps, enfin, tu vois. Mais c'est hyper drôle, tu vois. Je trouve ça génial. Bon, c'est vraiment du troll de compétition, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, enfin, je trouve que ça s'est vu beaucoup, même aussi au niveau, bah, ça se voit beaucoup dans le monde politique et ça se voit beaucoup dans le monde de l'entreprise, notamment du marketing d'entreprise. Tu sais, ça s'est vu beaucoup avec Black Lives Matter. Ouais. Où genre où toutes les entreprises mettent leur logo. Ouais, machin. Chacun y allait de son tweet, chacun y allait de son bandeau noir, machin. Et c'est vrai, encore une fois, ça se juge au cas par cas, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui sont réellement dans des démarches de changement sincères et qui implémentent des actions concrètes qui leur coûtent de l'argent. Et donc là, ils ont skin in the game. Mais je pense qu'effectivement, plus de 90% du truc, ils ont pas skin in the game dans le sens où elles n'ont pas réalisé des actions qui impliquent soit un coût pour eux, soit une modification réelle de leur manière de fonctionner. Bah, typiquement, en fait, c'était simplement de la cosmétique, quoi. Bah, typiquement, la NBA qui parle de Black Lives Matter, en fait, il y a un moment, c'est vraiment apparu comme ultra cosmétique parce que tu sais, ils parlaient pas des Ouïghours, en fait, en Chine. Ouais. Et en fait, du coup, bah, t'as l'indignation sélective, en fait, parce que si tu parles des Ouïghours, en fait, tu vas perdre énormément d'argent parce que les Chinois, ils vont boycotter ta NBA. Et apparemment, la Chine, c'est un marché de ouf, en fait, pour eux. Et donc, bah ouais, c'était un peu. Enfin, si tu veux, ouais, il y avait beaucoup de gens qui avaient pointé en fait l'ironie du truc en disant, ben en fait, si t'es pas capable de t'indigner pour les Ouïghours et de payer le prix, en gros que ça va te coûter, bah en gros du coup ça fait un peu fake quoi ce que tu racontes. Oui, c'est ça. Et puis, au-delà du fait que, je vois ton point sur les Ouïghours, sur le fait qu'effectivement il y a d'autres minorités qui sont niquées, et du coup par cohérence tu devrais parler de toutes les minorités. Mais je pense que concrètement t'as l'histoire de effectivement ce qui est plus proche de toi t'affecte plus. Non mais ça va plus loin parce que malheureusement je me souviens pas, c'est pas dans mes notes, mais il y avait des joueurs qui avaient un peu ouvert leur gueule et on leur avait gentiment leur avait gentiment dit que Black Lives Matter ça va, là-dessus les Ouïghours tu fermes ta gueule. Je vois. Et tu sais, tu pouvais te faire des t-shirts où tu pouvais marquer ce que tu voulais, et genre en mode, il y avait certains trucs, non, tu pouvais pas marquer ça, tu vois, enfin bref. Ouais, je vois. Vous me fact-checkerez, mais il me semble que, voilà. Non, je comprends. Mais tu vois, pour moi, ce qui est important, je trouve, quand on voit des actions, soit d'hommes politiques, soit d'hommes riches et puissants, soit de grosses boîtes, en fait, quand tu vois, en fait, c'est ce que je pousse pas mal, et je remarque, en fait, que on est tous un peu naïfs là-dessus. C'est qu'en fait, quand on regarde le discours d'institutions puissantes, genre publiques ou entreprises, en fait, il faut regarder le discours, mais surtout, il faut principalement regarder quelles sont les actions et les flux financiers derrière. Ouais. Et en gros, c'est un peu triste, tu vois, mais le seul truc que je trouve vrai ou dans notre époque, tu vois, un des rares trucs où tu sais que ça ment pas, c'est genre où va la thune, qui prend la thune, comment est dépensée la thune, tu vois. Et en vrai, c'est triste, mais tu vois, quand tu veux regarder les convictions réelles d'une entreprise, tu regardes où vont ses investissements, où vont ses dividendes, combien sont payés leurs employés, etc., etc. Et en fait, pour moi, ça, c'est 1000 fois plus important que ce que l'entreprise dit. C'est un peu ce qu'il dit quand il dit n'écoutez pas ce que je dis, mais et regardez ce qu'il y a dans mon portfolio, quoi. Ouais.
voilà, et genre, et c'est vrai que c'est triste, mais genre, je trouve que beaucoup d'entreprises sont passées un peu maîtres, enfin, parce que c'est une partie de leur job, maîtres dans l'art de la communication, etc. Et en fait, je trouve ça infiniment fois plus intéressant de regarder, en fait, comment elles dépensent leur argent, ou comment elles ne le dépensent pas, d'ailleurs. C'est vrai. Et en fait, c'est ça, tu vois, donc une entreprise qui te dit, ah, nous, on veut être une boîte égalitaire, égalité homme-femme, machin, bah, regarde le pourcentage de femmes dans ses salariés, regarde si elle a mis des quotas, regarde si elle dépense, si elle donne des salaires équivalents aux femmes, même chose avec les minorités, ou une entreprise qui te dit ah on veut être vert machin, bah regarde quel est le pourcentage de ses investissements verts, regarde si elle rénove ses bâtiments, regarde, enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs très concrets que tu peux regarder, notamment pour les entreprises cotées. Et en fait, vu qu'on n'a pas le temps et on n'a pas que ça à foutre, en fait, ça, on a quand même une vie et des enfants et machin, certains ont des enfants. Tu vois, genre, juste, ils nous servent la soupe, tu vois. Et moi, parce que dans plein d'entreprises où moi j'étais en tant que salarié, tu vois, je l'ai vu, j'ai vu la soupe m'être servie en face de moi, tu vois, genre, elle était à 2 mètres, la soupe. Et on me disait, viens prendre la soupe et tout. Et en fait, je remarquais que, enfin, il n'y avait pas tant d'irritation que ça, en fait, genre, surtout quand t'es jeune. Les gens sont plutôt tendance à se laisser emporter, tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est pas. Enfin, si c'était un truc qui énervait tout le monde, ils le feraient pas. Ouais. Non, ouais. Donc, ouais, c'est un chapitre que j'avais bien aimé. Et là, donc, on va faire le dernier chapitre. Et en gros, ce dernier chapitre, il dit, Nassim, il dit, si t'as la flemme de lire mon bouquin, lis juste ce chapitre. Donc, c'est le chapitre roi. Et donc, il pose la question, est-ce qu'on peut être rationnel à propos de la rationalité ? Donc déjà, c'est marrant comme question. Et en fait, lui, selon lui, la seule définition rigoureuse mathématiquement, enfin empiriquement et en pratique de la rationalité, c'est qu'il dit une chose rationnelle est une chose qui permet la survie. Et donc, il va illustrer ça de plusieurs manières. Il va dire, par exemple, nos yeux, en tant qu'humains, nous montrent une version distordue de la réalité. Par exemple, les architectes grecs et romains tiltaient apparemment les colonnes de leur temple afin qu'elles apparaissent droites à l'œil humain. Le sol du Parthénon est incurvé afin qu'il nous apparaisse droit, et les colonnes ne sont pas espacées de la même distance pour qu'elles nous apparaissent espacées de la même distance. Et donc on a un exemple parfait de c'est le résultat qui compte. Il va dire, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des superstitions qui les empêchent de dormir sous des arbres morts, tu vois. Mais il dit, encore une fois, c'est le résultat qui compte. Ils vont pas se faire écraser. Il dit, dans la religion juive, il y a près de 500 interdits alimentaires. C'est le résultat qui compte. Ça permet de se protéger des cochons, potentiellement insalubres, en particulier dans les régions chaudes. Les cochons sont en compétition avec les humains, donc ils mangent la même nourriture, alors que les vaches, non. Avoir des restrictions alimentaires, ça peut forger des liens sociaux, puisque les gens du même groupe mangent ensemble. Voilà. Donc, c'est le résultat qui compte. La rationalité, c'est la gestion de risque, point. Et donc, il va enfoncer le clou avec la suite, en disant, si tu as 100 personnes qui vont au casino, t'es d'accord, Georges, que certains vont gagner de l'argent et d'autres vont être ruinés. Et à partir de cette expérience, on peut estimer combien d'argent on perd au casino en moyenne. Est-ce que t'es d'accord ? Ouais. Maintenant, imagine que tu fais pas ça. Tu prends une personne qui va 100 fois au casino. Qu'est-ce qui va se passer ? À un moment, elle va être ruinée à coup sûr, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le 28e jour, il dit, elle sera ruinée et il n'y aura pas de 29e jour. Voilà. Donc, en gros, tu peux, il illustre ça de manière marrante aussi. Il dit, imagine, il y a 100 personnes qui jouent à la roulette russe pour $1 million. On pourrait en conclure qu'en moyenne, si tu joues à la roulette russe pour $1 million, tu vas gagner $800 000. Oui, mais en fait, il suffit de jouer 6 fois et t'es mort, quoi. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant, ça, je trouve. Il dit, c'est la différence fondamentale entre probabilité d'ensemble et probabilité de temps. D'accord ? Il te dit, ne traverse pas une rivière qui fait 1,50 m de profondeur en moyenne. Ah, tu vas tomber dans un trou et te noyer. Donc, en fait, c'est pas mal de notions fancy, mais juste pour dire, en fait, si la possibilité d'être ruiné existe, il faut à tout prix s'éloigner de toute répétition ou exposition prolongée à ce truc-là. Les analyses coût-bénéfice, en fait, ne fonctionnent plus. Hein. On en revient à Bob Rubin en 2008, qui a été ruiné. D'accord ?
Donc voilà, si la possibilité d'être ruiné existe, le calcul de dire chaque année je vais gagner 1%, 2% d'argent, ça c'est faux en fait. Hein. Voilà. Ouais. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que il va dire que tu vois là on prend des exemples simples, mais finalement dans ta vie, les risques peuvent s'accumuler aussi. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui escalade des montagnes, fait de la moto, pilote ton propre avion, boit de l'absinthe et fume des cigares, en fait, tout ça, ça se multiplie, en fait. Tu vois et donc, tu te rapproches, enfin, tu augmentes ta probabilité de la ruine, quoi, ce qu'il appelle la ruine, c'est-à-dire que la mort prématurée. Et donc, pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce que je pense que tu connais le biais de l'aversion à la perte. Tu sais, c'est un biais comportemental qui fait que les humains attachent plus d'importance à la perte qu'à un gain du même montant. Tu sais, ça te fait plus chier de perdre 100 € que de gagner 100 €. Tu vois. Et lui, il dit, c'est absolument pas un biais, en fait. C'est tout à fait rationnel, car ta vie est une exposition prolongée à un risque d'être ruiné. Et donc, notre cerveau est bien fait. Il connaît le danger d'une exposition prolongée avec un risque d'être ruiné. Et donc, il sait que, en gros, à chaque fois que tu as une perte de 100 €, en fait, c'est sous-jacent d'un risque qui potentiellement ne devrait pas être répété. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est de dire que c'est un biais intéressant en fait. C'est ça, c'est un biais intéressant. Darwiniste, quoi. Mais en fait, le truc, moi, qui m'a vraiment parlé, je sais pas si tu te souviens, quand on a fait le livre de Pinker, tu sais, Pinker, en gros, il montrait que les morts par le terrorisme, en gros, c'était rien, tu vois, et qu'on se surexcitait dessus. Et en fait, Nassim Taleb, qui crache sur Pinker, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que, tu vois, si tu prends une phrase à la con un peu, mais ça, c'est un truc qu'on a dit dans l'épisode, du coup, on se fait un peu clasher par Taleb, là. Tu vois, les gens qui disent il y a plus de personnes qui se noient dans leur bain que de personnes tuées par des terroristes. Ouais. En fait, c'est con de dire ça, parce que si tu veux, les personnes qui se noient dans leur bain, c'est pas un phénomène où tu peux avoir un phénomène exponentiel, en fait. Ouais. Alors que les terroristes, il faut t'en soucier, parce que si jamais t'as du terrorisme, en fait, tu peux arriver à un moment où ils t'empoisonnent ta réserve d'eau, par exemple, et genre, c'est gravissime, tu vois ce que je veux dire ? Autre chose, il dit Kim Kardashian a couché avec plus de personnes qu'il n'y a eu de morts par Ebola. Kim Kardashian, elle ne peut pas coucher avec 1 milliard de personnes, mais si Ebola, il y a un problème avec, ça s'échappe ou ça se généralise, ça peut être ultra grave, tu vois. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, faut pas compter bêtement les trucs comme Pinker le fait, mais il faut se dire c'est quoi derrière le potentiel de gravité du phénomène, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que dans le temps, tu survis, en fait ? Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Et puis aujourd'hui, on le voit avec le Covid, quoi. C'est ça. Genre les pays qui ont réussi à faire une stratégie de cancel, de réduction, enfin d'annulation carrément du Covid. Du coup, ils ont un nombre de cas et de morts très très faible. Mais c'est justement parce qu'ils ont réussi à empêcher cette potentialité et cette exponentielle de s'exprimer. Ouais. Et là, on a la chance justement on a la chance d'avoir une épidémie où on peut comparer les pays et on voit concrètement l'effet de laisser courir la potentialité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que effectivement, quand tu dis oui, dans ton bain, dans le bain, il n'y a pas de potentialité de noyer 1 million de personnes, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, dans le Black Swan, dans le livre du Black Swan, il parlait des problématiques médiocristan. Donc c'est typiquement se noyer dans son bain, c'est pas un phénomène qui va exploser exponentiellement, tu vois. Ouais. Et il parlait des problématiques extrémistan, donc c'est des problématiques qui peuvent exploser avec un comportement exponentiel. Donc voilà, typiquement, oui, les pandémies, tu vois, si on continue avec comment on appelle ça, l'élevage de masse, par exemple, des animaux, à un moment, c'est une stratégie avec risque de ruine, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'à un moment, il va y avoir une pandémie qui va sortir et qui sera, je pense, très méchante par rapport à ce qu'on a eu avec le Covid, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça juste... c'est hyper intéressant, quoi. Non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que globalement, de dire que dans tes allocations de ressources ou dans tes prises de décision, il faut pas prendre en compte uniquement l'instant T, mais la dynamique, le potentiel d'accélération et le potentiel final, tu vois, de l'action. C'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que parfois on le fait pas, quoi. C'est ça. Enfin, typiquement, prendre ton bain, tu vois, le potentiel final, c'est que tu glisses et que tu fais une Claude François ou tu t'électrocutes et t'as une personne qui meurt, tu vois. Donc ça, y a pas, tu vois, c'est capé, quoi. Ouais. Et les trucs extrémistants, bon, c'est moins capé. C'est ça.
Et la phrase qui illustre un peu tout ce qu'il vient de dire, c'est il dit une stratégie dans laquelle la ruine est possible. Il dit les bénéfices ne surpassent jamais les pertes. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu l'exemple du casino. Oui, c'est un peu l'exemple. Ouais, c'est ça. Parce qu'un jour, ton phénomène extrême va arriver, va annuler tous tes bénéfices. Ouais, c'est ça. En gros, les bénéfices ne surpassent jamais les pertes à long terme, quoi, à plus l'infini. À plus l'infini, exactement. Mais il y en a qui peuvent arguer, peut-être qu'à 10 ans, ça va marcher, j'en sais rien. Tu vois. C'est ça. C'est ça. En gros, t'as toujours des mecs qui vont dire oui, mais on fait ça 5 ans, puis on s'arrête, tu vois. Ouais. Non, mais si tu veux, tu peux prendre l'exemple avec, tu sais, la crypto-monnaie. Ouais. Tu vois, il y a pas mal de gens qui sont en mode get in et get out, tu vois, genre en gros, mets ta crypto-monnaie, prends le risque que, je sais pas si tu la laisses 5 ans ou 10 ans, en gros, tu vas faire x2, x3, et une fois que tu as fait x2, x3, dégage, en fait. Parce que si tu restes 200 ans, il y a un jour, ça va s'effondrer, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Enfin, tu vas être ruiné, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dur aussi dans la prise de décision. C'est que, là, on rentre dans des domaines abstraits, tu vois. Mais c'est que t'as toujours cette possibilité-là, quoi. De dire, je vais prendre le risque pendant un certain temps et je vais réussir à timer le truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, Nassim Taleb, lui, il prend l'avion. Enfin, alors que la possibilité de ruine, elle existe. Enfin, l'avion, il peut s'écraser. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, faut un peu mesurer le risque. C'est-à-dire que, il sait que dans sa vie, il va le prendre, j'en sais rien, moi, 1000 fois, n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et donc, il connaît, en fait, la probabilité de ruine de ce truc-là. Alors que Bob Rubin, lui, tu vois, il avait peut-être, il avait peut-être pas conscience du truc. Donc voilà, c'était, et donc pourquoi il parlait de rationalité ? Il conclut magnifiquement en disant la rationalité, c'est l'évitement de la ruine du système. Voilà, c'était, si t'as pas le temps, c'est le seul chapitre qu'il fallait lire. Et donc, histoire de finir son livre, voilà, il fait une petite conclusion assez sympa où il dit, ça fait 25 ans qu'il a commencé à écrire l'Inserto, donc sa série de 5 bouquins. Maintenant, il dit que sa barbe est blanche et que d'après l'Indy, quand la barbe est noire, écoutez le raisonnement mais pas la conclusion. Quand la barbe est grise, écoutez le raisonnement et la conclusion. Et quand la barbe est blanche, écoutez seulement la conclusion. Et la conclusion de Monsieur Taleb avec sa barbe blanche, c'est « Rien sans skin in the game » et merci d'avoir lu mon livre. Non, mais c'est vrai que franchement, c'est cool. Il est cool, ouais. Il est cool. Enfin, en gros, faut mieux lire. Je pense qu'il faut lire ses œuvres, mais pas trop s'intéresser à sa personnalité parce que je pense il a trop skin in the game. Il a trop skin in the game, tu vois. Enfin, il est trop radical, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est un argument qui est un livre qui est vachement d'actualité parce qu'on est dans une époque de faux semblants, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, je me suis pas trop intéressé aux époques précédentes, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vit dans beaucoup de manque d'authenticité, de mensonges, vas-y que je te montre que je suis vertueux, je te fais du greenwashing, je suis méga chéri, je te donne un Twix, je fais du don. Tu vois, genre, je trouve qu'on est dans une époque où peut-être que c'est juste amplifié parce que maintenant on a un accès à l'info de ouf. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fausseté, quoi. Le monde est faux. Il y a un manque d'authenticité, quoi. Je sais pas, moi, c'est quelque chose qui m'attriste un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que je souffre de ça. Enfin, je trouve que beaucoup de gens ou de prises d'opposition sont un peu fausses, quoi. Et pourquoi ça te fait penser à Nassim Taleb, là, justement ? Parce que, tu sais, c'est des gens qui ont pas skin in the game, tu vois. Oui, par rapport à ce qu'il disait, d'accord. Ouais. Tu vois, par rapport à ce qu'il disait, genre, s'il y a pas skin in the game, n'y va pas, tu vois. Encore une fois, je pense que c'est trop radical, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc intéressant qui est de dire, faut un peu chercher l'authenticité chez les gens, voir leurs actions où ils vont, dans les entreprises, voir leur thune où elle va, en autorisant une certaine marge d'incohérence parce qu'on l'a tous, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi ce que je retiens, c'est ça. C'est que il faut autoriser une marge d'incohérence parce qu'on l'a tous et il faut balayer devant sa propre porte. Mais que il faut quand même chercher un minimum d'actions concrètes, un minimum de et pour moi les actions concrètes c'est comment tu te comportes en tant qu'individu et dans une entreprise où est-ce que tu mets ton argent, et même chose même en tant qu'individu d'ailleurs, parce que sinon en fait le reste c'est du bullshit, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, ce que j'aime bien dans le livre en fait, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression de lire un truc original en fait.
Tu vois, Ouais. j'ai pas eu l'impression. Voilà, c'est un gars qui casse un peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est aussi pour ça que parfois c'est un peu compliqué aussi quand tu lis le livre de vraiment le suivre jusqu'au bout pour vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Mais justement parce que c'est original. Et donc, ouais, c'est un complément intéressant, quoi. Vraiment, Ouais, c'est ça. Et oui, et je trouve, enfin, ce que je trouve je trouve de bien dans le livre de Nassim Taleb, c'est qu'effectivement, déjà, souvent, c'est contre-intuitif, de un. c'est ça. Et Ouais. de deux, souvent, en fait, tu oublies un peu la teneur exacte de son raisonnement. Même plusieurs années plus tard, tu te rappelles de la phrase clé, quoi, du postulat clé. Ouais, Tu vois, il y a ça genre aussi, moi, ouais. le signe noir, je me rappelle que il faut pas nécessairement se fier à l'historique statistique et prolonger le préalable, et que il faut tenir compte des événements extrêmes et ils sont importants. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai retenu du signe noir. Et tu vois, ce que j'ai retenu de Skin in the Game, c'est qu'effectivement l'authenticité c'est important et que il faut accorder de la valeur et accorder de la légitimité aux gens qui prennent des risques et qui ont une surface de risque et une certaine authenticité. Et voilà, et je pense que même si j'oublierais la teneur exacte de ce qu'il a raconté, je pense que je suis quand même relativement convaincu par ces trucs-là. Et c'est des trucs que tu gardes, tu vois, et que après Ouais, tu c'est ça, je utilises, suis d'accord. Ouais. tu utilises éventuellement dans ton quotidien quand tu t'en rappelles, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, je trouve ça cool, tu vois, c'est un peu une sorte de vieux sage, tu vois. C'est ça, il a la barbe blanche. Ouais, enfin de vieux sage qui est une espèce de connard, tu vois. Mais genre, c'est quand même... Mais c'est vrai que quand tu regardes les conférences au qu'il fait, il a l'air très sympathique. Quand même. Mais c'est vrai que c'est marrant, tu vois. Enfin, ouais. Bon, on s'arrête là. Allez, merci. Allez. Ah, le bâtard.